Il est 19 heures. Bonsoir à tous et à toutes, mes chers collègues, aux membres du public et bien évidemment aux personnes qui nous regardent sur Ville de Vambrechy, donc la page Facebook officielle de la ville. Nous voici réunis pour une nouvelle séance du conseil municipal qui nous invitera à parler un petit peu finances et puis également urbanisme. On a deux grosses morceaux, si on peut les appeler comme ça, deux gros morceaux. J'ai deux gros morceaux en tout cas à vous présenter, donc concernant le PLH et puis le plus 3, et puis ensuite nous parlerons donc, comme je l'ai dit, un peu finance, et puis ensuite du CIVOM, avant de parler des commerces et du développement économique. Voilà, donc avant de commencer ce conseil municipal, je propose de désigner M. Léonard Zig, Benjamin de notre assemblée, pour accomplir le rôle de secrétaire de séance. Et je lui demande de procéder à l'appel. Merci, Monsieur Léonardzic. Bonsoir à tous, merci Monsieur le maire. Donc je vais procéder à l'appel. Monsieur Sébastien Brognard. Présent. Monsieur Michel Sass. Présent. Madame Christelle Galland. Présente. Monsieur Jean-Philippe Prouveau. Présent. Madame Isabelle Tiberghien. Présente. Monsieur Cédric Lecourt. Madame Carole Demester. Monsieur Laurent Vitterbeck. Madame Evelyne Notbar. Monsieur Alain Stanikevitch. Madame Gisèle Elbout. Madame Danielle Chuffard. Monsieur Jean-Michel Barbary. Monsieur Michel Mesmac. Madame Véronique Orman. Madame Pascal Baron. Monsieur Louis Lutin. Monsieur Bruno Six. Madame Véronique Derosier. Madame Stéphanie Delot. Monsieur Romain Tanis. Monsieur Stéphane Lahaye. Madame Aurélie Droulers. Madame Patty Roqueta. Madame Gwendoline Spotbin. Monsieur Marc Pureur. Présent. Moi-même, Monsieur Léonardzic Vladimir. Monsieur René Debergue. Présent. Madame Dorothée Germain. Présent. Monsieur Georges Spadavecchia. Présent. Monsieur Olivier Muté. Présent. Monsieur Tony Dossi. Présent. Madame Chantal De France. Merci, Monsieur Léonardzic. Je vais laisser le soin à Madame Van-Corten-Bosch de ramasser les pouvoirs. Madame Van-Corten-Bosch, le quorum est atteint. Je déclare donc la séance ouverte en commençant par vous demander si vous avez tous et toutes reçu le procès verbal donc, du dernier conseil municipal du 30 juin 2022. Madame de France, dites-moi. Merci, Monsieur le maire. Juste quelques mots, soyez rassurés, je ne vais pas être longue du tout. Simplement, je souhaitais vous remercier de m'accueillir au sein de ce conseil municipal. Mais je vais vous installer après, Madame de France, je vous laisse la parole juste après, si vous me comme permettez. vous voulez. Oui, oui, au moment de votre installation, on va l'installer, C'est parfait. faire votre installation officiellement, et puis je vous laisserai la parole. Ok, merci. Je vous en prie. Donc, est-ce que vous avez des remarques sur ce procès verbal? Non. Donc, je me permets donc de le mettre à approbation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc, avant d'installer Madame de France en tant que conseillère municipale, donc j'aimerais vous apporter deux informations. La première sera apportée par Madame Droulers et la seconde sera apportée par Monsieur Lecourt. La première sur le budget participatif, Madame Droulers. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Oui, petit retour sur le budget participatif pour vous dire que le 9 septembre a eu lieu la cérémonie d'annonce des lauréats du premier budget participatif. Pour mes mots, quelques chiffres, il y avait donc 22 projets déposés, 15 ont été retenus, 15 n'ont pas pu être retenus et 5 ont été déposés sur la plateforme pour les votes. 1335 votes ont été enregistrés, essentiellement sur la plateforme citoyenne de la ville. Et c'est à l'occasion de la cérémonie que nous avons pu dévoiler
les projets retenus. Donc, il s'agit de l'installation de bancs sur le chemin de halage et l'installation de 2 ruches cheminées pédagogiques, une sur chaque rive. Voilà, donc pendant cette cérémonie, il y avait les 5 porteurs de projets et aussi les autres dont le projet n'avait pas pu être retenu pour diverses raisons, mais on a pu tous échanger avec les élus et en tout cas voir les projets qu'il y avait pour la ville. C'était très, très agréable. Voilà, donc comme nous nous étions engagés, nous avons souhaité que les 2 porteurs de projets puissent travailler avec les équipes et avec les élus pour mettre en place leurs projets. Et donc nous avons déjà commencé à travailler avec eux. Vendredi pour le projet ruche avec le projet banc avec Madame Surroy, et hier soir avec Monsieur Delcroix pour le projet des ruches. Donc voilà, on est en train de discuter au niveau des lieux d'implantation, du matériel à acheter, et puis de voir avec les services aussi comment tout cela pourra être mis en place en régie. Voilà, c'était toutes les informations du budget participatif. Merci. Monsieur le maire, s'il vous Madame plaît. Pollers, Monsieur Spadavecchia. Bonjour Monsieur le maire, bonjour à mes collègues et bonjour aux personnes qui nous suivent tant dans le public que sur Facebook. Je voudrais juste faire une petite remarque, si vous permettez, par rapport au budget participatif. Je suis effectivement favorable à cette mise en place de ce budget participatif, puisque c'est ce que nous demandions. Mais je suis quand même contraint de regretter que seuls 2 projets ont été retenus sur les 5 qui était possible de faire, puisque les 2 projets que vous avez retenus ne représentent que 10 000 euros, alors qu'on avait un budget de 25 000 euros qui permettait finalement de faire réaliser l'ensemble des 5 projets qui avaient été retenus. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà ce que je voulais dire. Je vais juste vous expliquer. Vous n'êtes pas le premier à nous poser la question. Alors en effet, il y avait 5 projets, mais la délibération et le règlement intérieur du budget participatif stipulait qu'il y aurait 2 projets retenus, 1 voire 2. Donc on s'est limité à 2 pour déjà respecter les règles quand elles sont rédigées, et aussi parce qu'en fait on est uniquement sur un délai de 1 an pour ce budget participatif. Depuis sa mise en place, en fait, c'est beaucoup de travail et on court après le temps, on tient chaque échéance, mais on voulait aussi tenir l'échéance de réalisation. Donc c'est pour ça qu'on s'est aussi limité qu'à 2 projets. Et pour terminer, ça se confirme d'ailleurs suite aux premières réunions qu'on a, c'est que les budgets sont estimés. Et on se rend compte en fait que la régie va coûter aussi, que les projets, par exemple pour les ruches, on avait uniquement tablé sur les ruches, mais il va falloir aussi acheter les essaims, former peut-être des personnes et des agents pour maintenir les ruches ou avoir un prestataire externe. Donc les budgets de 5 000 euros ne seront peut-être pas exacts. Et de toute façon, nous avons la marge de manœuvre pour aller jusqu'à 45 000. Donc c'est pour ça que nous avons préféré rester prudents et réalistes. Voilà. Merci. Monsieur Lecourt, donc vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons une crise énergétique sur laquelle nous travaillons chaque jour, et Monsieur Lecourt est un fervent acteur de la chasse à l'économie, et je lui laisse la parole maintenant pour faire un point sur l'éclairage public. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc effectivement, je voulais faire un petit rétro sur les travaux qu'on a pu déjà commencer depuis notre arrivée en juillet 2020. Donc petite rétrospective, depuis décembre 2020, décembre 2020, on avait un pourcentage de 20% d'aide qui était effectivement dans notre commune. Nous avons procédé à une première session de travaux qui a débuté fin 2021, qui a fini au premier trimestre 2022. Suite à cette première échéance de travaux, on est passé à 27% de l'aide sur 73 encore d'éclairage qui sont énergivores. Nous avons effectivement lancé la deuxième phase de travaux courant septembre qui se termine fin décembre. Et avec cette dernière phase de travaux, cette deuxième phase de travaux, nous allons arriver à 41% de passage LED dans notre commune et 59 encore qui sont énergivores. Ces travaux nous ont effectivement procuré un gain en kilowattheure qui s'élève à 234 711 kilowattheures, ce qui représente à peu près en euros à 65 000 euros de gain cette année.
Sur le gain, effectivement, qu'on a pu aussi jouer, on a effectivement joué sur les tempérisations des horloges. C'est-à-dire que, effectivement, avec notre prestataire, on s'est mis d'accord pour éclairer 20 minutes de moins le matin et 20 minutes le soir, une coupure, un allumage, pardon, qui est 20 minutes plus tard le soir. Cette économie de 40 minutes par jour nous fait effectivement bénéficier d'un crédit de 16 000 € à peu près de gains par an. Ici, nous avons reçu la société, notre prestataire qui gère notre éclairage public, pour effectivement passer sur la 3e phase de travaux sur l'éclairage public. Voilà ce que je devais dire sur l'éclairage public, monsieur le maire. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Pas de questions manifestement. Donc nous allons maintenant accueillir parmi nous Madame de France, voilà, donc qui fait suite à la démission de Madame Diévard, donc du conseil, de son poste de conseillère municipale, et donc Madame de France, qui était la suivante sur la liste, donc a fait le choix de nous rejoindre donc dans notre équipe. Madame de France, avant de vous remettre l'insigne, je vous laisse la parole. Merci. Donc, je veux simplement, en 3-4 mots, vous dire que c'est avec plaisir que je vous rejoins pour mettre toute mon énergie au service des membres citins. Vous le savez sans doute, le service public en général et la vie des collectivités territoriales en particulier a été le sens de toute ma vie professionnelle et personnelle. Donc vous comprendrez bien que revenir au sein d'un conseil municipal suscite toujours chez moi un intérêt évident. Revenir au conseil municipal, ça va me permettre de à nouveau plonger dans ce bain, évidemment cette fois dans l'opposition. Mais si je ne suivrais pas forcément... si je ne mettrais pas forcément mes pas dans ceux de ma prédécesseur, je suis persuadée que c'est en travaillant ensemble que nous pourrons avancer sur des projets qui amélioreront la vie de nos concitoyens, bien sûr, dans le respect des convictions de chacun. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Madame de France. Je vais me rapprocher de vous, on va se rapprocher l'un de l'autre. Et c'est pour ça en fait que j'avais pas fait l'installation avant, Madame de France, pour que chacun puisse voter. Et comme vous n'étiez pas élu au moment du vote de l'approbation du compte rendu, voilà, c'est pour ça que je le fais maintenant. J'ai pas entendu. Ah, c'est pas grave. Alors, donc, nous allons passer à la première délibération et je vais laisser la parole à mon premier adjoint, Monsieur Sass, donc, qui est en charge de la délégation gestion du personnel, pour vous présenter l'état du personnel 2022 et notamment les modificatifs. Donc, vous ont été adressés avec donc la convocation à ce présent conseil municipal, la délibération qui fait état donc d'une légère modification et donc de l'état du personnel qui a été mis à jour, tel qu'il vous a été présenté donc la dernière fois. Donc nous modifions un poste d'adjoint administratif à temps non complet qui passe de 20 heures à 27 heures et un autre, un adjoint technique toujours à temps non complet qui passe de 24 à 30 heures et demie. Nous supprimons donc un poste d'enseignement artistique à temps complet et nous créons donc un poste d'adjoint administratif de première classe, un poste de rédacteur principal de première classe et un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de deuxième classe à temps non complet.
C'est les seules modifications qui sont donc intégrées dans le nouvel état du personnel. Je vous propose de répondre à vos questions ou de mettre au vote cette délibération. Je n'appelle pas de questions. Qui est contre? 4 personnes. Qui s'abstient? 2 personnes. Monsieur Merci. le maire, nous nous en expliquerons à la séance de questions. Bien entendu, monsieur Mitté. Donc cette délibération, ces modifications ont été présentées bien entendu au dernier CTP. Alors, la délibération suivante donc, concerne la mise en place d'un contrat parcours emploi compétences. Dénommé Dit PEC. emploi PEC, d'accord. Donc c'est dans le principe, si vous voulez, c'est quelque chose qui ressemble un peu au contrat aidé, mais ça permet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi et qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à cet emploi. Donc il comporte plusieurs actions d'accompagnement professionnel et c'est centré donc sur des publics éloignés du marché du travail. Donc nous avons décidé de nous inscrire donc dans ce parcours de manière à pouvoir aider donc les jeunes à trouver une place dans le monde du travail. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces délibérations? Non, donc je la mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, le point suivant, toujours Monsieur Saz, donc concerne le service civique, signature d'une convention avec le CIVOM. Voilà, donc c'est une convention que nous signons depuis quelques années régulièrement avec le CIVOM. Le CIVOM n'a pas encore délibéré, mais ils ont déjà lancé donc le recrutement donc pour cette prochaine session du service civique. Il faut dire, j'ai eu une réunion de bureau donc hier au CIVOM. Les candidats ne se bousculent pas au portillon. Donc nous avons sur l'ensemble donc des communes du CIVOM 17 demandes. J'espère que ça pourra être fourni, si j'ose dire. Donc nous sommes candidats pour bien sûr accueillir au moins un jeune pour donc ce service civique. Les conditions financières n'ont pas changé par rapport aux années précédentes. Elle est fixée à 111,35 € par mois et par volontaire. C'est un emploi fléché à la ludothèque, hein, monsieur Oui, Saz? tout à fait, oui. Donc je vous propose donc de m'autoriser à signer la convention. Monsieur Debergue. Oui, merci. Qu'est-ce que ça avait donné la précédente session au niveau de ce service civique? Donc là, on avait eu... je vais dire que c'était une bonne saison. C'était une bonne saison. On avait eu des jeunes qui avaient répondu donc présents. Et la personne que nous avons eue sur Vambrechy a donné entière satisfaction. Merci. Voilà, donc je vous propose donc de m'autoriser à signer la convention. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Donc la délibération suivante donc, concerne de l'urbanisme et notamment le programme lié au plan local Habitat. Donc c'est un avis qui sera donné de la part de notre conseil municipal, donc un avis favorable où on s'abstiendra ou on donnera un avis favorable. Donc sur le PLH, le plan local d'habitat, donc qu'est-ce que le plan local habitat? Donc là je m'adresse bien évidemment aux personnes qui nous suivent sur Internet et dans le public, ou les personnes qui ne maîtrisent pas ce document. Donc c'est une feuille de route de la politique locale de l'habitat qui sera conduite sur Vambrechy, mais également sur l'ensemble de la métropole européenne de Lille. Et avant de parler plus en détail, je m'aperçois que j'ai omis de vous présenter à tous et à toutes M. Gauterand, Benjamin, qui nous a rejoint le 1er septembre, voilà, qui m'a bien aidé dans la rédaction de ces délibérations. Merci beaucoup, M. Gauterand. Et donc, voilà, je ne sais pas si on peut faire un zoom sur M. Gauterand. Voilà, à la télé. Voilà. Alors pour les anciens, M. Gauterand remplace M. Corbani. Exactement. Voilà, donc je reviens à cette feuille de route donc, de la politique locale de l'habitat métropolitain, mais également vambreccitain, puisque
toutes les politiques métropolitaines ont vocation à être traduites au niveau de notre commune. Donc le contexte de ce PLH, c'est bien évidemment de repenser le développement du territoire à long terme, dans une logique de résilience par rapport à tout ce que nous connaissons au niveau de l'énergie et de l'amélioration de la qualité de vie offerte aux habitants, quels qu'ils soient. Vous verrez tout à l'heure que les habitants sont catégorisés, si je peux me permettre l'expression, en 7 catégories. Et l'objectif, c'est de prendre en compte tous les habitants au travers de 7 catégories. C'est également dans un contexte de lutte contre la précarité et de l'exclusion face à la vulnérabilité d'une partie de la population vis-à-vis du logement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent encore sans logement ou ont des difficultés à être logés convenablement, donc dans des logements qui sont parfois insalubres. Ça existe encore beaucoup. Et puis, c'est aussi dans un contexte de réinterrogation de la conception, qu'est-ce qu'un logement, et de l'inscription de ce logement dans son environnement et les bons usages et les manières de l'habiter. Donc l'enjeu, bien évidemment, sur la MEL, mais également sur la ville, c'est de produire mieux et suffisamment de logements pour répondre aux besoins quantitatifs. J'ai d'ailleurs beaucoup de coups de téléphone encore de Vambrecitains qui cherchent des logements et qui cherchent à se loger sur Vambrechy, notamment dans des logements sociaux. Donc l'objectif, c'est effectivement de produire suffisamment de logements pour nos Vambrecitains, avant tout. Ce PLH s'inscrit au travers de 5 orientations. La première orientation, c'est bien évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, une inscription dans le projet métropolitain, avec d'abord la nécessité de répondre à un besoin de logement sur la métropole, ce qui correspond à 6200 logements par an. Donc ce qui n'est pas rien, mais bien évidemment ces 6200 logements ne sont pas à construire qu'à Vambrechy. C'est sur l'ensemble des 95 communes que représente la métropole européenne de Lille. C'est ensuite une anticipation de l'action foncière. Donc on a un exemple sur Vambrechy qui est le site Soprola. On y reviendra tout à l'heure dans une autre délibération. Donc c'est en fait maîtriser ce que nous souhaitons des potentiels fonciers qui sont présents sur notre ville. Et l'objectif, c'est vraiment d'en assurer une maîtrise totale. C'est également, donc inscrire le PLH dans le projet métropolitain, c'est également prioriser le renouvellement urbain. On a un exemple typique à Vambrechy, puisque le Vent de Bise a été totalement détruit pour être reconstruit et avait proposé aux habitants un habitat de qualité. La deuxième orientation, c'est la massification de la rénovation de l'habitat existant et la régulation de l'habitat locatif privé. En agissant sur 3 thématiques, le développement du service public de la rénovation. Nous avons un exemple sur Vambrechy et ça fait l'objet d'une délibération à venir sur le 27 rue du 8 mai 45. Donc où on a une maison que nous déclarons peut-être tout à l'heure en état manifeste d'abandon et sur lequel la Fabrique des quartiers interviendra pour proposer une solution à ce logement. Donc développer le service public de la rénovation. C'est également l'amplification de la rénovation du parc social. L'Agrippin en est un excellent exemple puisque nous avions des logements qui étaient très énergivores et plutôt que d'aller détruire et reconstruire des logements qui ne méritent pas d'être détruits, donc on a plutôt préféré rénover le parc social et à l'Agrippin est donc un excellent exemple. Et enfin, c'est accompagner la filière économique puisque nous avons comme objectif finalement de faire travailler nos entreprises régionales principalement et certains permis de construire ou permis d'aménager imposent aux constructeurs des minima, des clauses d'insertion sociale. Donc voilà, au travers de tout ça, on accompagne donc la filière économique. Une troisième orientation, c'est le soutien d'une production de logements durables, désirables et abordables. Donc, on l'a compris, tout en réinvestissant l'habitat existant plutôt que de s'étendre en dehors des frontières de la ville,
enfin quand je dis des frontières de la ville, des frontières urbaines de la ville, pour prendre l'exemple de Vambrochy, bien évidemment, puisque nous avons une centralité qui est très urbaine et un espace proximal, un espace distant, pardon, qui est plutôt agricole. Donc plutôt que d'aller investir les terres agricoles, bien évidemment, nous allons préférer réinvestir l'habitat existant. C'est également rendre accessibles les logements neufs en termes de prix et de loyer, en proposant plusieurs typologies de logements sociaux, notamment des PLAI et des PLUS, pour ne citer que. Et puis c'est également répondre donc aux attentes et usages des habitants, et je l'ai dit tout à l'heure, principalement des Vambrocitains. Bien qu'au niveau des commissions d'attribution de logements, bien évidemment, il n'y a pas que des Vambrocitains qui postulent sur des logements, mais toujours est-il que nous portons toujours une attention particulière aux Vambrocitains pour l'attribution de nos logements. C'est ensuite faire respecter le droit à un habitat digne. Et ici, nous avons les 7 publics cibles dont j'ai cité, dont j'ai parlé tout à l'heure, notamment nos seniors, les publics jeunes, les publics handicapés, sans oublier non plus les gens du voyage, en sachant que nous, sur Vambrochy, nous sommes complètement raccord avec la loi Besson, puisque nous disposons d'une aire d'accueil de gens du voyage. Donc ça nous permet de respecter ce droit. Et enfin, c'est la promotion d'une métropole solidaire et des parcours résidentiels. Donc ça, c'est plutôt le volet attribution du logement. Sachez que nous sommes systématiquement représentés aux commissions d'attribution logement, que nous appelons maintenant Caléol, avec un agent à nous et Monsieur Mesmac, qui est où, Michel, et Monsieur Mesmac, ou moi-même, lorsque M. Mesmac ne peut y participer. Donc nous sommes représentés dans ces commissions d'attribution au logement. Donc sur Vambrochy, comment se traduit ce PLH? Il se traduit par la construction de 515 logements. Je ne vais pas revenir sur ces logements, M. Spadavecchia ayant posé une question lors du dernier conseil municipal. Et la construction de ces 515 logements se poursuit en cohérence avec les politiques donc, métropolitaines, et surtout avec la servitude de mixité sociale qui a été instaurée par la commune en 2010. Aujourd'hui, nous avons à Vambrochy un parc de logements qui atteint 21,4%, mais je vous dirais que c'est un chiffre qui est théorique, puisque ce chiffre est établi au 1er janvier 2021. Les programmes de logement à venir donc, démontrent nos efforts qualitatifs qui ont été consentis donc, par notre territoire vambrocitain pour rattraper nos objectifs au titre de la loi SRU, donc qui signifie Solidarité Renouvellement Urbain, notamment son article 55, qui impose à toute commune appartenant à une métropole européenne de Lille, appartenant à une métropole, nous appartenons à la métropole européenne de Lille, donc de disposer d'au moins 25% de logements locatifs sociaux dans son parc immobilier. Ça correspond à une contribution de 11% de l'effort du territoire, c'est 515 logements, alors que la population communale vambrocitaine ne représente que 7%. La nécessité de produire des logements et donc des logements sociaux du fait de la demande croissante que nous connaissons ici à Vambrochy et sur l'ensemble du territoire métropolitain, je le disais tout à l'heure, ne doit pas se faire au détriment de l'équilibre du peuplement des quartiers et des résidences. Je vous propose donc de donner un avis favorable sur ce projet de PLH3 et d'engager la commune à mettre en œuvre les moyens nécessaires et relevant de ses compétences pour ce programme local de l'habitat 2022-2028 de la métropole européenne de Lille. Si vous avez des questions, il n'y avait pas eu de questions en commission. Mais j'ai quelques remarques, monsieur le maire. Que vous n'avez pas faites en commission, c'est dommage, mais bon, allez-y. Parce qu'en plus, vous me dites à quel moment je dois m'exprimer. Ah bon, les commissions sont faites pour ça. Non, mais c'est pas grave, monsieur le maire, c'est pas grave. Vous l'avez déjà dit, mais c'est pas grave. Allez-y. Je pense que chacun pense ce qu'il veut, heureusement. Allez-y. Donc, pour notre part, naturellement, nous sommes favorables à ce que chacun puisse se loger, c'est une évidence. Mais ce que nous ne souhaitons pas, c'est qu'on crée des ghettos. Des ghettos à l'instar de ce qui est en train de se faire au Grand Moulin de Paris, avec plus de 1100 logements sur une surface extrêmement étroite, qui porte en elle les germes
de nombreux problèmes. C'est la même chose à Saint-André, c'est la même chose à la Madeleine. Bon, écoutez, pour l'instant, ça ne s'est pas passé à Vambrochy, mais je veux rassurer les Vambrocitains, nous veillerons à ce que ça ne se passe pas. Ensuite, il y a quelque chose aussi qui nous pose, je dirais, interrogation, qui est source d'inquiétude, c'est cette réserve foncière de 5 hectares 27, qui est affectée au territoire vambrocitain. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Nous n'en savons rien. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous avons actuellement, comme vous l'avez souligné, monsieur le maire, et vous avez tout à fait raison, nous avons de nombreux projets en cours, 515 logements sur la période 2022-2028. Nous avons de nombreuses perturbations à venir avec l'arrivée du tram. Donc, j'espère que pour une période suffisamment consistante, on marquera une pause en matière de construction. Pour cette raison, nous donnons un avis défavorable. Bien. Donc excusez-moi, moi je ne vais pas me permettre de juger ce que font mes collègues des villes voisines que vous avez citées. Ils font ce qu'ils ils entendent et ce qu'ils jugent bon pour leur commune. Les 5,27 hectares de terre, enfin ce que vous avez cité là, de réserve sont hors sujet, puisque ça c'est un sujet du plus, mais bon, on l'abordera tout à l'heure si vous voulez. Et puis je vous rappelle quand même que les 515 logements, vous les aviez soutenus, puisqu'ils ont été votés sous votre mandat. Mais j'ai bien entendu que vous je les ai soutenus, monsieur le maire, mais votre premier adjoint qui est à vos côtés l'a voté, oui, tout comme les autres personnes qui sont à vos côtés et qui étaient dans la majorité. Donc quand vous dites vous avez voté, monsieur Sass l'a voté. Donc bon. Je continuerai à le voter. Moi, je n'ai pas changé d'avis. Voilà. J'assume. Voilà. D'accord. Bah ouais. Bien. Donc, monsieur Deberny. Oui, monsieur le maire, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit juste avant. Vous dites qu'il n'y a rien été dit en réunion de commission, donc j'étais présent. Mais je parle de monsieur Spadavecchia, c'est monsieur Spadavecchia qui s'est exprimé. Non, mais juste avant, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de remarques particulières pendant la réunion, c'est pour ça que j'interviens. Allez-y. J'étais pas en train de dormir quand même, Je n'ai jamais dit ça, vous avez posé des questions. Mais vous avez répondu, mais je précise ça quand même, parce que sinon, voilà. J'avais dit à ce moment-là également que... D'ailleurs, c'est marqué dans le compte-rendu que j'ai eu tout à l'heure, j'en ai pris connaissance tout à l'heure. Précise que c'était l'objectif du président maire et que cela porte ses fruits maintenant, même si cette politique n'a pas été forcément comprise par tout le monde. Et ça faisait référence à la question que je posais. Si à l'instant T, au moment où on posait la question, vous aviez des nouvelles concernant le pourcentage réel de logements sociaux, et puis vous m'avez répondu très bien d'ailleurs, et j'ai compris. C'est tout ça pour vous dire quand même qu'il y a eu un échange qui a été fait pendant cette réunion. Très constructif d'ailleurs avec vous, merci. Je vous le rappelle. Et puis j'avais aussi posé la question concernant les gens du voyage, et vous m'avez répondu qu'il n'y avait pas de souci à se faire, qu'on était toujours en conformité également avec les gens du voyage. Comme je l'ai rappelé. Voilà. Et je vous ai aussi demandé... on va pas refaire la commission, monsieur Deberg, si vous voulez bien. Si, c'est important. Non, mais vous êtes intervenu pendant la commission, je vous l'accorde. Du site, mais vous n'allez pas non plus m'empêcher de parler. Non, mais enfin bon, on va pas refaire la commission. On l'a fait en commission. Mais c'est pas refaire la commission, c'est simplement préciser que j'avais posé la question concernant Carrefour et que vous me disiez qu'effectivement il y avait un petit souci, que c'était différé. Exactement. Et je vois pas ce que je dis de méchant là. Mais rien du tout, monsieur Deberg, mais c'est juste pour vous. Voilà. Je vous remercie que vous aviez effectivement. Vous étiez intervenu pendant la commission. Je vous en félicite. Merci beaucoup. Et concernant les ghettos, ma dernière phrase est quand même parlante. Ce ne doit pas se faire au détriment de l'équilibre du peuplement des quartiers et des résidences. L'affaire est dite. Donc, s'il n'y a plus d'autres remarques, je vais mettre cet avis qui est favorable à ce PLH, enfin qui n'est pas favorable plutôt, qui s'abstient. La cohérence, ça par contre, c'est fort. Et donc le reste est favorable. C'est cohérent. Très bien, merci beaucoup. Donc nous allons passer au point suivant, donc qui concerne également de l'urbanisme et le plus 3. Donc de la même manière, je vais commencer par définir un peu ce qu'est le plus. Donc le plus, c'est un plan local d'urbanisme. En fait, c'est un ensemble de documents qui définissent les grandes orientations d'aménagement de la commune et les règles en matière de construction. Donc, c'est un document qui est très important pour les Vambrocitains qui veulent construire ou faire des extensions
dans leur maison. Et c'est également très important pour les promoteurs et les bailleurs qui se réfèrent à ce document pour être dans la légalité donc des constructions si toutefois ils trouvent un terrain à bâtir. Mais je rappelle quand même à tout le monde, et ça c'est important de l'entendre, que justement si un projet d'un bailleur ou d'un promoteur est conforme au plus sur un terrain privé, le maire ne peut pas s'opposer parce qu'il est contre l'urbanisation. Finalement, il vaut mieux travailler en bonne intelligence parfois, ce que je fais, heureusement, avec les promoteurs et les bailleurs pour pouvoir négocier sur le nombre de logements qui sont à bâtir, sur la manière de bâtir les logements. Mais stricto sensu, on ne peut pas s'opposer à la construction sur un terrain privé de logements si ces logements répondent au plus. Ça, je vous demande, mesdames et messieurs, de l'entendre. Et toute personne qui vous dira le contraire est un menteur. Donc le contexte, en 2019, donc nous avions 11 PLU. Donc pourquoi 11 PLU? Parce qu'il y avait 85 villes donc qui composaient la métropole européenne de Lille, et ces 85 villes étaient soumises à un plan local d'urbanisme. Et il y avait 10 villes qui étaient elles-mêmes soumises à un plan local d'urbanisme. Et puis en 2019, ces 10 villes se sont rattachées à la métropole européenne de Lille, si bien que la MEL s'est retrouvée à 95 communes. Et la volonté du président Castelin a donc été de ne faire, pour avoir une cohérence sur l'ensemble du territoire, un seul et même PLU commun pour les 95 communes. Donc d'ici 2024, nous n'aurons qu'un seul PLU pour les 95 communes composant la métropole européenne de Lille. 5 objectifs sur ce PLU. Le premier, c'est la poursuite de la mise en place du PADD que nous avons acté en juin 2021. C'est l'accompagnement de l'évolution des besoins et orientations en matière d'habitat et de mobilité. C'est la consolidation de la politique d'urbanisme commercial, donc le développement économique, nous en parlerons tout à l'heure. C'est de conforter la charte des gardiennes de l'eau. Nous ne sommes pas concernés puisque les communes gardiennes de l'eau se situent plutôt dans les WEP. Et c'est l'intégration dans un processus de résilience territoriale. J'en ai parlé tout à l'heure lorsque j'ai abordé le PLH. C'est plutôt d'aller chercher la densification urbaine plutôt que d'aller chercher à l'extérieur donc de la ville. Le PLU se compose de plusieurs documents, donc je l'ai dit tout à l'heure en introduction, un règlement écrit donc qui fait à peu près 5000 pages, une carte de destination générale des sols, le plan des hauteurs et le plan de stationnement, un livre d'emplacement réservé qui permet de décrypter les sigles qui sont destinés aux emplacements réservés sur chaque carte de destination générale des sols, des orientations d'aménagement et de programmation, donc dites OAP. Sur Vambrechy, vous verrez tout à l'heure que nous en avons une qui se situe au niveau du quartier Est. Et puis donc les cartes de l'Atlas du patrimoine. Donc l'Atlas du patrimoine, c'est un atlas qui référence un inventaire des bâtiments classés à titre agricole ou alors pour des modifications de destination, ce qui correspond donc à l'IBAN. Alors, nous avons 5 enjeux dans ce PLU, 5 enjeux en termes d'habitat, de mobilité, d'éco-responsabilité qui se coupe, si je puis dire, en 3 parties: nature en ville, préservation des terres naturelles et agricoles, et intégration du cycle de l'eau. On a pu en parler tout à l'heure avec les communes gardiennes de l'eau notamment. Un 4e enjeu, donc bien évidemment, concerne le développement économique, comme je l'ai déjà dit également, et le dernier enjeu concerne la qualité du cadre de vie, et notamment avec la définition d'une charte de l'espace public qui vous sera présentée ultérieurement. Donc comment se traduit ce PLU sur Vambrechy, ce PLU 3 ? Donc, ce PLU 3 donc, se traduit en termes de servitude de mixité sociale et de servitude de logement. Donc, servitude de mixité sociale, nous entendrons par un pourcentage de logements sociaux attribués dans chaque projet émis par un promoteur ou un bailleur.
Donc vous avez je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce qu'on appelle des PLAI, des PLUS, des PLI, des PLS, des PSLA. Alors tout ça, ce sont des termes des acronymes un peu barbares, mais quand même qui ont une signification et qui dépendent des revenus des personnes qui souhaitent investir un logement social. Et nous avons également des servitudes de taille de logement, donc qui correspondent à un certain pourcentage de T2, de T3, de T4, voire de T5 dans les programmes d'aménagement urbain. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, concernant l'habitat et l'habitat digne, il y a une politique sur l'accueil des gens du voyage sur la métropole européenne de Lille. Nous, Vambrecitain, sommes en accord avec la loi Besson, donc, puisque nous disposons d'une aire d'accueil qui se situe au niveau du Cigale. Et enfin, en termes de densité, donc, sera mis en place dans ce plus 3 un coefficient de densité minimal, donc, qui se coupe en deux parties. Le premier coefficient est un coefficient de 0,7. Donc ce coefficient correspond, en fait, sur un projet de 1000 m², il faut absolument, c'est un exemple, hein, sur un projet de 1000 m², il faudra 700 m² de surface plancher habitable. Et donc ce coefficient à 0,7 sera mis, si vous regardez donc dans mon dos à l'écran, dans la ligne rouge qui en fait définit un espace de 500 mètres en lien avec un transport à haut niveau de service, donc tramway, liane. Alors nous n'avons pas de métro, mais ça pourrait être également le métro. Donc il faut bien voir cette ligne rouge à l'échelle de la MEL. Donc cette ligne rouge est mise donc, à 500 mètres des transports à haut niveau de service, donc pour un coefficient 0,7. Il y a également un coefficient de densité minimale à 0,3 pour tout ce qui se situe en dehors de cette ligne rouge. Et puis, il y a également des coefficients d'emprise au sol qui sont relevés à 40% sur certaines zones de constructibilité. Concernant la mobilité, donc, nous avons des inscriptions dans notre PLU concernant donc, l'arrivée du tramway futur. Donc, propositions qui sont aujourd'hui bien évidemment hypothétiques puisque rien n'a été encore défini et acté quant à l'arrivée du terminus du tramway sur Vambrechy. Néanmoins, la MEL a anticipé plusieurs insertions donc de superstructures, hein, ce qu'on appelle, pour des centres de maintenance et de remisage de ce fameux tramway, donc dénommé F36 sur Vambrechy, F35 et F10 sur Marquette. Il y en a un sur Saint-André et il y en a également un sur Seclin. Nous pouvons également voir donc, sur l'écran deux superstructures donc, qui ont été mises au niveau d'une zone économique vambrecitaine, les structures S12 et S11, qui pourraient avoir un intérêt certain pour le tramway, mais également pour le déplacement de nos ateliers municipaux lorsque nous devrons changer d'emplacement ces ateliers municipaux. Nous avons également une structure F3 en front à rue, enfin au bout de la rue Aubert, donc qui permettrait également le passage donc, du tramway si le tramway devait s'implanter là. Et puis la structure F9 qui va vers Marquette se situe, elle, plutôt vers l'avenue industrielle. Voilà en termes de mobilité. En termes d'éco-responsabilité, donc nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, le climat air énergie donc qui répond au cadre du PCAET, donc plan climat air énergie pour le territoire. Et il y a plusieurs points dans ce point, si je puis dire. La première, c'est l'OAP, hein. On l'a vu tout à l'heure, l'orientation d'aménagement et de programmation donc au niveau du quartier Est qui, elle, a été votée par l'ancienne municipalité. Donc nous n'avons pas changé cette OAP dans la mesure où les projets étaient déjà engagés avant que nous soyons élus. Nouveauté, nous avons demandé la mise en place d'un SPER. Alors qu'est-ce qu'un SPER? C'est un secteur de performance énergétique renforcé sur un quartier qui est identifié constructible, qui se situe au niveau de la zone Soprolin. Donc secteur de performance énergétique renforcée, bon, c'est assez parlant pour le décrire.
ce sont des niveaux de performance énergétique très importants qui sont imposés aux constructeurs donc lorsque ce SPER est posé. Et sur cet espace, une partie de cet espace a été déjà achetée par la métropole européenne de Lille et une convention a été signée par l'ancienne municipalité avec les établissements publics fonciers, donc la MEL et puis la commune, de manière à ce que nous puissions maîtriser cet espace, j'en parlais tout à l'heure, la maîtrise de l'espace. Donc cet espace, nous le maîtriserons et en imposant aux personnes qui souhaiteront construire lorsque cette zone sera, je dirais, libérée de toute activité, mais pas avant. En tout cas, nous en avons la maîtrise, je le répète. Les promoteurs ou bailleurs devront proposer un programme de performance énergétique de haut niveau. Et enfin, bien évidemment, au niveau de la politique de la ville, nous nous intégrons dans ce plus, puisque nous avons entamé la rénovation de nos bâtiments publics, tout au moins l'étude, en sachant que la mairie donc va bientôt débuter, les travaux de la mairie vont bientôt débuter, et puis Monsieur Lecourt vous en a parlé tout à l'heure, nous sommes en pleine rénovation de notre éclairage public. Concernant le climat air énergie, bien évidemment il y a la nature en ville, où nous avons décidé de protéger différents sites qui ont été identifiés pour lutter contre l'artificialisation et les îlots de chaleur. Donc ces sites, vous pouvez les lire à l'écran ou dans mon dos pour les personnes qui sont dans la salle. Et enfin, nous avons décidé de maintenir donc les EBC, espaces boisés classés, ainsi que les SPA, donc les secteurs paysagers arborés, qui étaient présents dans le plus 2, et donc nous avons suivi ce qu'avait fait l'ancienne municipalité. Toujours concernant le climat air énergie et dans le cadre de préservation des terres naturelles et agricoles, nous avons demandé à la MEL de supprimer cette superstructure qui était dédiée à l'accueil donc de traitement des boues de la Deule, cette zone ayant plus court puisque ce centre de VNF, enfin réservé par VNF, a été investi au niveau de la ZIP, la zone industrielle portuaire Vambre-Sitaine, qui se situe rue d'Ypres. Climat air énergie toujours, éco-responsabilité. Pardon. La place est très prégnante donc, dans ce document, dans les documents du plus 3, notamment l'intégration du cycle de l'eau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes très peu concernés par les communes gardiennes de l'eau, puisqu'elles sont essentiellement situées dans les WEP. Néanmoins, le PLU oblige à intégrer des récupérateurs d'eau de pluie pour toute nouvelle construction, donc une fois que ce document sera adopté. Et enfin, nous, également au niveau de la ville, nous avons décidé la mise en place de récupérateurs d'eau sur ou à proximité de nos bâtiments publics, et nos équipes travaillent ardemment pour choisir les lieux les plus opportuns pour poser ces récupérateurs d'eau. En termes de développement économique, donc nous avons demandé à la MEL de transformer le site Sofranel, qui aujourd'hui est en zone constructible, de le ramener à une vocation économique, tout simplement pour pouvoir permettre aux entreprises qui se situent sur la zone Soprolin, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a des entreprises auxquelles je tiens par leur qualité, la qualité de ce qu'elles proposent comme service. Donc nous avons demandé à la MEL de transformer cette zone constructible en zone à vocation économique. Nos autres demandes concernent les inventaires du patrimoine, notamment le classement à l'inventaire du patrimoine architectural IPAP d'une ferme située au 155 rue d'Ypres. Nous avons également, la MEL a également remis à niveau la localisation de 3 maisons remarquables qui se situent rue de Marquette et qui étaient définies dans l'ancien PLU sur la rue du Pont-Levis. Donc là, la modification est effective. Et ensuite, nous avons travaillé en collaboration avec l'ancienne brasserie Catry, puisque l'ancienne brasserie Catry ne va plus avoir une activité de brasserie, elle ne l'avait plus depuis bien longtemps. Toujours est-il que cette ferme a été rachetée par l'association Solfa en vue d'y intégrer socialement des jeunes filles en perdition.
sociales et de les réintégrer dans la société par la culture, l'agriculture. Donc, deux modifications s'imposaient au plus, notamment en termes d'IPAP, de manière à changer la destination de la brasserie en ferme ou activité agricole, et la suppression du secteur paysager arboré qui empêchait finalement la culture, l'agriculture, donc par ces jeunes filles sur les terrains arborés. Et puis, nous avons également inscrit une parcelle au niveau de la rue de la Clé des Champs, donc en secteur cultivé, de manière à protéger cette parcelle qui faisait l'objet de beaucoup de convoitises de promoteurs. Donc cette parcelle est à présent protégée. Et enfin, donc, nous avons demandé le classement en UEP, donc en espace public, de tous nos bâtiments publics. Ça va de soi, mais c'est pas parce que ça va de soi que ça va pas mieux en le disant. Voilà, donc sachez que le plus 3, le projet de plus 3 arrêté par le Conseil métropolitain sera soumis pour avis aux 95 communes de la MEL. Ensuite, donc, il y aura un vote au Conseil métropolitain de décembre, de mémoire c'est le, je sais plus, pour arrêter ce projet de plus 3. Bien évidemment, je représenterai la commune et apporterai mon soutien, même si je ne peux pas le dire avant que cela soit voté, mais en tout cas j'apporterai le soutien que vous avez apporté ou pas à cette délibération. La MEL prévoira ensuite donc de consulter ses partenaires associés, les VNF, la région, la SNCF, enfin, il y a beaucoup de partenaires qui sont associés au cours du premier semestre 2023, donc ça c'est en termes de calendrier. Sachez que si un conseil municipal émettait un avis défavorable sur les OAP ou les dispositions du règlement qui vous a été présenté, à ce moment-là, le projet plus 3 devra faire l'objet d'un nouvel arrêt au conseil métropolitain, mais surtout être arrêté non plus à l'unanimité, mais à la majorité des 2 tiers des suffrages exprimés. Suivra à l'automne 2023 une enquête publique, et au regard de ces éléments, et après examen en commission le 22 septembre 2022, où aucune remarque et observation n'ont été présentées, je vous propose donc d'adopter ce plus 3 pour la commune de Vambrechy. Y a-t-il des questions ou des observations? Monsieur Muté. Oui, s'il vous plaît, monsieur le maire. Dans le cadre des réservations, il est prévu donc une réservation au niveau de l'échangeur, donc rue de l'Industrie, si j'ai bien compris, pour potentiellement peut-être faire un nouvel accès rocade, qui irait d'ailleurs dans le sens de votre demande de classification de cette zone en zone d'activité économique. Je voulais savoir ce qu'il en était un peu plus précisément, si vous avez plus d'informations là-dessus. Je n'ai pas compris votre question, monsieur Muté, excusez-moi. Je ne vois pas la localisation de ce que vous parlez. Au niveau de l'avenue de l'Industrie, d'accord. Quand on arrive à la friterie, ouais. Vous avez une réserve pour l'échangeur qui est prévue ici dans la dernière page du document, justement, sur les... Quel échangeur? Le terminus, vous voulez dire? Non, l'échangeur de la Rocade Nord. Un accès à la Rocade. Ah. Attendez, je vais revenir dessus. Ici? C'est dans le livret des emplacements réservés, c'est la dernière page. Alors... Je t'ai allumé. C'est quelque chose qui était non. Ouais, oui, effectivement. Je me souviens qu'on avait déjà évoqué ce sujet-là. C'était prévu depuis quelques années, dans l'optique justement des constructions qui avaient lieu sur Saint-André et Marquette, de manière à éviter d'être engorgé sur Vambrechy. Et à l'époque, ça avait à voir aussi avec le paquet de transporteurs qu'il y a dans la même rue à Marquette pour faciliter les échanges et éviter qu'ils passent, je dirais, à la limite de Vambrechy, ce qui pose des problèmes. Oui, mais ce qui était prévu aussi, ce qui était envisagé, c'était potentiellement la suppression de l'échangeur au niveau de la rue d'Ypres. Donc c'était une compensation. Est-ce qu'aujourd'hui... Non, il n'est pas question de ça, monsieur Muté. Enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. Si ce n'est pas dans le PLU, a priori. Non. Mais bon, voilà. Merci. Madame Germain. Merci, monsieur le maire. Vous venez de l'évoquer rapidement quand on a parlé de l'échangeur, donc je me permets de rebondir
dans les espaces emplacements réservés. Vous avez évoqué justement le terminus. À quel endroit serait-il projeté actuellement ? Est-ce que par rapport au plan où on voit effectivement cette zone UE qui est en train d'être réfléchie, est-ce qu'effectivement ce terminus pourrait être situé entre l'avenue Foch et l'avenue Saint-Pierre ? Toutes les éventualités sont possibles, Madame Germain. Aujourd'hui, il y a le cabinet Aegis qui travaille. Je suis désolé de vous répondre ça, j'ai pas de... Là, aujourd'hui, on a vraiment le cabinet Aegis qui travaille avec l'AMEL et avec nous, bien évidemment. Et on est en train de regarder un petit peu... donc, il y a 9 critères qui sont scrutés à la loupe pour pouvoir voir la meilleure opportunité d'accueil du terminus du tramway. Aujourd'hui, il n'y a vraiment rien d'acté. Parce que ça veut dire que si vous le transformez en zone UE, il ne peut plus du tout y avoir de logement ni de logement social. Exactement. Et dans l'autre zone, au niveau de la rue Marie Curie, vous prévoyez éventuellement aussi un emplacement pour les transports multimodaux installés aussi à ce niveau-là. Donc, mais aujourd'hui, rien n'est clair. C'est ça, réalisation de projets de transport en commun, rue Marie Curie. Ouais. Donc c'est dans la zone du Chat. Est-ce que ça pourrait être relié au tramway également? Aujourd'hui, je vous dirais oui. Ça pourrait, mais ça ne l'est pas. Aujourd'hui, on navigue, je ne vais pas dire les yeux fermés, mais on navigue, je vous dis, en fonction des opportunités qui peuvent être présentées, en fonction des incidences que peut avoir le terminus sur les logements, sur les sens de circulation, sur les places de stationnement, sur le coût également. Vous voyez, il y a il y a 9 critères. Alors je les ai plus en tête. La presse les a décrits. Et d'ailleurs, je salue Monsieur Virel. Je ne l'ai pas encore fait, mais il nous a mis Monsieur Virel un article justement où non, c'est Monsieur Declercq. Enfin, en tout cas, La Voix du Nord nous a mis un article où j'avais donné les 9 critères. Donc voilà, il y a tout ça qui est analysé aujourd'hui par le cabinet Aegis, par la métropole européenne de Lille, et puis on a des allers-retours réguliers entre eux et moi pour, à terme, choisir la meilleure des opportunités. En fait, sur cette zone-là, vous avez quand même des structures qui existent. Est-ce que c'est une concertation qui est faite avec ces structures déjà maintenant ou pas du tout? Quelle structure, Mme Germain? Là, vous avez au niveau de l'avenue Foch, entre l'avenue Foch et l'avenue Saint-Pierre, vous avez l'entreprise Fribois, par exemple. Est-ce que c'est des avancées qui sont faites avec eux ou pas du tout? Alors, moi, j'ai rencontré, bien évidemment, les propriétaires de cette zone. Oui, j'ai rencontré les propriétaires. Là, aujourd'hui, il n'y a rien. Aujourd'hui, ce sont des propositions, effectivement, mais qui auront un impact certain. Ça, je vous l'accorde. Un peu comme la structure S11 qui avait été posée par l'ancienne municipalité. Je veux dire, cette structure, elle est actée. Et si jamais, je veux dire, la zone Fribois était un jour en vente, parce que rien ne me dit que la zone Fribois sera en vente demain, hein. Mais en tout cas, si on ne met pas une possibilité de maîtriser, on est toujours dans la maîtrise, demain, on va se retrouver aussi avec des logements sur cette zone. Et en tout cas, moi, je me suis engagé à freiner l'urbanisation. Et ça, c'est une manière de freiner l'urbanisation pour maîtriser, de poser des règles au plus. Si les règles ne sont pas posées, je répète à tous et toutes que si un terrain privé est acheté, le terrain public, on en a la maîtrise, c'est pas gênant. Mais si un terrain, demain, si vous venez à vendre votre maison à un promoteur qui construit quelque chose qui respecte les règles du plus, je n'ai qu'à négocier avec lui, mais je ne pourrai pas m'opposer. Beaucoup de villes s'y sont essayées, ils perdent à chaque fois au tribunal administratif, systématiquement. Oui, je profite.
ce sont, vous l'avez vous-même dit, et d'ailleurs merci pour la longue explication, c'est quand même des documents pour lesquels nous prenons connaissance en fait au moment de la commission. Donc vous comprendrez aussi qu'on n'a pas forcément des questions aussi immédiates. 10 jours avant, monsieur Muté, j'ai demandé à ce que les documents vous soient envoyés bien en amont, pour que justement vous puissiez, parce que vous m'aviez fait cette remarque lors du PADD, et j'ai bien veillé à ce que vous ayez les documents bien en amont. Bon. Alors dans ce cas-là, écoutez, problème de communication interne, je vous prie de m'excuser. Au-delà de ça, ça reste quand même des documents effectivement complexes à maîtriser, à observer, à analyser. On a aussi, en tout cas à travers ces documents d'urbanisme, une vision de la ville telle qu'elle sera sur les prochaines années. Alors certes, le PLU n'est pas écrit dans le marbre, hein, il y a des capacités de révision qui sont certes complexes, longues. Aujourd'hui, on voit aussi qu'il faut envisager un certain nombre de possibilités, notamment sur ces réserves, qui sont aussi quelque part l'avenir de la ville. D'ailleurs, à ce sujet, et je pense qu'un certain nombre de questions qui tournent autour du tramway aujourd'hui posent effectivement la question du devenir de ces espaces, du traitement aussi qui va être fait des propriétaires actuels. Des propriétaires actuels, des conséquences qui peuvent être aussi induites par ces aménagements pour la population, en tout cas résidente, aussi certainement les usagers qui peuvent transiter par ces secteurs. Je pense qu'il serait quand même intéressant, au regard de l'importance de ce document, qu'on puisse au moins être associé aux travaux d'Egis, pouvoir au moins avoir une note explicative aussi par le bureau d'études. Je crois qu'on n'est pas forcément contre les orientations qui sont prises aujourd'hui dans le PLU et les modifications que vous apportez aujourd'hui, mais on a beaucoup de questionnements aujourd'hui qui arrivent sur ces sujets-là. On a aussi potentiellement aussi des choses à apprendre avec ces bureaux d'études. Hein. On ne maîtrise pas totalement les règles de l'urbanisme, loin de là. Et c'est pour ça que je pense qu'il serait intéressant qu'on puisse être associé au moins à la restitution de ces études ou avoir une session spécifique dédiée. Donc il y aura une réunion publique qui sera organisée par Egis et par la métropole européenne de Lille. Elle devait avoir lieu le 30 septembre. Les études n'étaient pas encore matures. Et la MEL m'a demandé si nous pouvions décaler cette réunion. Et bien évidemment, tous les Vambrocitains seront conviés à cette réunion. Vous comprenez aussi que pour nous c'est difficile. Cette réunion était prévue effectivement le 30 septembre, vendredi dernier. Aujourd'hui, vous nous demandez aussi de nous positionner sur ces premières orientations qui seront transmises à la MEL, donc pour en tout cas son vote en conseil communautaire. C'est vrai qu'on n'a pas non plus les conclusions définitives sur lesquelles on doit aujourd'hui se pencher. Après, le PLU n'est pas que le tramway, hein, monsieur Muté. Non, je ne parle pas que du tramway. Le SDIC, c'est une infime partie du PLU. Non, mais le PLU avec tous ces documents annexes, on est bien d'accord. Oui, mais voilà. Vous savez, c'est 5000 pages. Après, moi, je vous invite à les lire. Elles sont publiques. Hein, ils sont publics, ces documents. Je vous ai transmis le lien. Donc, si vous avez un peu de temps ou quelques insomnies, vous pouvez les lire. Moi, Oui, mais moi, je n'ai pas un service d'urbanisme derrière moi pour m'aider. Mais monsieur Muté, sachez que j'ai travaillé. Vous savez, je ne suis pas né avec une cuillère urbanistique dans la bouche. Je ne suis pas arrivé à la ville avec une cuillère urbanistique dans la bouche. Vous savez, j'ai travaillé. Beaucoup. J'ai une question concernant la société Soprolin, oui. Qui est située donc rue d'Ypres. Vous n'avez pas, dans l'ancienne municipalité, il était prévu, c'était envisagé, le déménagement de la société Élise. Et vous ne l'avez pas évoqué. Bah si, je l'ai évoqué avec une entreprise de qualité, justement, qui produisait un travail de qualité. Et l'opportunité d'y mettre une zone économique au niveau de Sofranel, ça va me permettre à Élise, justement, d'avoir un point de chute sur Vambrochy, parce que je veux vraiment que cette entreprise reste vambrocitaine. Donc en fait, vous préservez Élise et les deux autres sociétés qui seront côte à côte. Toutes, les trois. Je veux dire, vous me parlez d'Élise, je vous réponds sur Élise. Oui. Si vous m'aviez parlé des deux autres sociétés, bien évidemment, je tiens le même discours. D'accord. Je tiens le même discours. Très bien, merci. Monsieur le maire. Monsieur Debert. Ouais, j'étais présent à cette réunion qui effectivement est très lourde, très longue et pas toujours très digeste, mais j'avoue que c'était très intéressant. Par contre, tout à l'heure, vous faisiez allusion à un article de presse. Est-ce que vous faisiez allusion à l'article de presse fait par La Voix du Nord, Christian Furling, qui est paru le 2
le 2 octobre de ce week-end, ça vous parle ou pas? Bah, c'est Je ne sais possible. pas si c'est à ça que vous faites allusion. Oui, C'est sans doute. dimanche, hein, c'est ça. Bah ouais, c'est ça, ouais. Enfin, je Donc sais c'est plus des questions que je ne pouvais pas vous poser parce que c'est nouveau. C'est vrai que j'étais plutôt très positif par rapport à tout ce qui a été évoqué. Je ne reviens pas là-dessus. Par contre, il y a des éléments nouveaux et j'ai besoin d'être rassuré. Allez-y. Et surtout de rassurer des gens qui, suite à cet article, m'ont appelé, que ce soit des sportifs ou des riverains. Alors je lis, je sais pas, et puis vous me direz si c'est vrai ou pas, et surtout démentir si c'est pas objectif. On parle donc dans le secteur donc de Foch de la suppression éventuelle du terrain de football synthétique parce qu'il ne serait pas aux normes. Je dément. Pardon ? Je dément, j'ai jamais dit ça. D'accord, merci. Et aussi de la suppression du parking du terrain de boules, j'en passe, et des meilleurs. Et après, si vous voulez, on parle effectivement du transfert éventuel des ateliers municipaux et autres, et j'en passe et des meilleurs. Et aussi, vous faites allusion au tramway éventuel, au stockage. C'est ça un peu. C'est ce que je lis, stockage des tramways. Ça, c'est dans le compte-rendu que j'ai pris connaissance tout à l'heure. Hein. Vous étiez là à la commission. Oui, J'en ai non, parlé. mais là, je lis le compte-rendu. C'est pour être sûr qu'on parle de la même chose. Et je vous ai... donc là, vous démentez le terrain de football synthétique. Je peux arrêter plus de long parce que là, ça m'a fait bondir. Hein, mais En bon. sachant que tout ce que la mêle... Là, il faut apporter quand même quelque chose qui est important. Tout ce que la mêle détruit, la mêle reconstruit. Mais la mêle ne m'a pas parlé du terrain de foot. Ça, je peux vous le garantir. Non, mais ça va rassurer les gens qui sont concernés. Et puis moi, comme était l'instigateur de ce terrain de football, ça me chagrinait un petit peu quand même. Moi, je vais l'entendre par monsieur le maire. Et ça, je ne pouvais pas vous la poser la semaine dernière, puisque ça vient de sortir. Mais je ne sais pas d'où vient cette info sur le terrain de foot. Surtout que ce n'est pas moi qui l'ai donné. Je ne sais pas. Je me posais la question si des fois ça pouvait venir de vous, non. sans que vous l'ayez évoqué. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais ça va, vous m'avez rassuré, et un certain nombre de gens. Ceci dit, quand même, je vous ai aussi posé la question, souvenez-vous, il n'est pas marqué dans le compte-rendu, est-ce que la famille Dufourny, les Dufourny sont au courant de tout ça? Mais j'ai répondu déjà. Ouais, sauf qu'il y a un souci quand même. Franck Dufourny, qui est le propriétaire de Fribois, qui est locataire de la SCI, est surpris, je dirais, des contenus, des choses qui ont pu être dites. Et il me demande d'intervenir en son nom, en tant que, je dirais, locataire de la SCI, si vous voulez bien, puisqu'en fait, ça, je ne pouvais pas vous le faire avant, ça vient de tomber, et c'est l'article de La Voix du Nord qui a suscité ça. Donc je le cite, hein, et j'ai son autorisation, il m'a demandé de le faire. Alors bonjour et merci, voilà. Ni Fribois, ni la SCI, propriétaire du terrain, n'ont été approchés pour évoquer ce projet, utiliser le terrain de la SCI. Le maire a reçu la famille Dufourny, propriétaire de la SCI, en expliquant sa volonté de préempter pour poser les services techniques. Je continue parce que c'est long. 6 ventes envisagées pour un projet de logement. Ah non, je le lis. Mais je lis complètement parce que c'est pas clair. Ça veut dire que je les ai rencontrés moi pour une vente. Je vous lis ce qu'il me dit, c'est pour moi qui. Je vous lis ce qu'il m'a demandé de vous dire. Après, vous lui répondrez ce que vous voulez, vous répondrez ici. Peut-être qu'il regarde, écoute, je ne l'ai pas vu dans l'assistance. Hein. Mais dites bien que c'est lui qui souhaite que je le dise. Hein, voilà. Donc, actuellement, Fribois entend prolonger son activité sur le site sans limite de durée. Nous ne comprenons pas l'évocation de Fribois dans l'article de La Voix du Nord. Nous vous serions reconnaissants de faire état de notre position lors de la réunion du conseil municipal du 4 octobre 2022. Cordialement, Franck Dufourny. Voilà, je l'ai cité. Très bien. Donc aujourd'hui, si vous regardez le plan, que je vais remettre d'ailleurs, c'est pas une réserve pour le SDIT, hein, Monsieur Deberg, c'est une réserve ville. Si vous regardez dans S12, c'est une réserve ville, pas métropolitaine. S12, ouais, c'est éventuellement pour les services communaux, tout ça. Exactement. Qui effectivement, ça peut être très intéressant. J'ai effectivement abordé cette problématique avec les propriétaires de la parcelle. Après, s'il n'y a pas de discussion entre les propriétaires de la parcelle et leurs locataires, moi, j'y peux pas grand-chose, monsieur. Ouais, monsieur c'est pas n'importe qui, c'est monsieur Dufourny quand même. C'est pour ça que j'ai évoqué. Non, mais souvenez-vous, j'ai posé la question, il n'est pas marqué en compte-rendu, je ne vais pas en faire un pâté. Est-ce que les Dufourny sont bien au courant? Ben oui. Voilà, en l'occurrence, il s'est manifesté. Franck Dufourny, qui est quand même pas n'importe qui, il tombe du placard. Mais il faut qu'il parle avec ses frères et sœurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'y peux rien, moi. Ça, bon, voilà. Ça, donc, voilà.
Voilà, lui, sa position en tant que locataire. D'accord. Et Fribourg, il représente Fribourg. Ben oui, mais j'entends. En tout cas, je tiens à Mais je rappeler... ne tiens pas à polémiquer, je vous dis simplement les faits. Mais monsieur Deberg, il n'y a pas de polémique, je vous réponds. Je tiens quand même à rappeler ma position sur le passage du tramway. Je m'opposerai au passage quand il y aura des expropriations. Voilà, ça, c'est important de le signaler. Non, ceci dit, tout n'est pas négatif dans ce qui a été dit à l'époque. je sais bien. Voilà, mais je tiens à porter ça, Très vu bien. ces Merci éléments pour lui. nouveaux. Merci Et pour la lui. Voix du Nord, elle prendra ce qui le concerne. J'échangerai avec elle si elle le veut. Très bien. Merci. Merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais... Excusez-moi, monsieur le maire. Alors, attendez. Hop. Monsieur Spadavecchia. Merci, monsieur le maire. Donc, on veut donner notre avis sur ce document. Donc, nous partageons votre position sur un certain nombre de points, tout ce qui va dans le bon sens, je dirais, notamment le maillage du tissu urbain de sites à protéger sous le label Nature en ville, mais aussi l'extension de zonage destiné au maintien d'activités économiques, qu'elles soient artisanales, industrielles ou commerciales. Donc ça va dans le sens d'une dynamisation de la ville. Par contre, nous avons quelques inquiétudes, mais qui ne sont pas finalement de votre fait à vous directement, mais c'est, je dirais, le document dans sa généralité. C'est la création, que vous avez évoquée d'ailleurs, d'un coefficient de densité minimale de 0,7 dans un secteur proche du futur tramway, une zone de 500 mètres, d'après ce que j'ai pu comprendre. Si on couple ce coefficient de densité avec un relèvement des hauteurs des immeubles qui passerait de 10 mètres actuellement, sauf exception, à 13 mètres, on se retrouve une nouvelle fois avec une perspective. Alors, je ne dis pas que c'est à court terme, je ne l'espère pas, mais à moyen terme ou à long terme, on va encore avoir une densification du tissu immobilier dans certains secteurs de Vambrechy qui sont déjà lourdement touchés. On voit ce qui va se passer sur le Carrefour, l'ancien Carrefour, on voit ce qui se passe au Petit Paradis. Bon, donc voilà. Je dirais des éléments qui vont dans le bon sens, des éléments qui formulent des inquiétudes. Donc voilà. Un bilan mitigé, je dirais, pour ma part. Je me permets de répondre. Donc, par rapport au coefficient de densité maximale, excusez-moi, mais c'est du bon sens d'amener de la densification urbaine à proximité des transports. On ne va pas mettre de la densification loin des transports. L'objectif, c'est quand même que les gens prennent les transports. Donc, d'où ce soutien, pour moi, en tout cas, de coefficient de densité maximale, qui a tout son sens à proximité des lignes de transport. Vous me parlez des 10 à 13 mètres. Effectivement, vous avez raison, M. Spadavecchia, ça passe de 10 à 13 mètres, mais quand même la volonté de la municipalité de négocier avec les bailleurs ou promoteurs sur cette hauteur. Bien évidemment, ils vont dire, nous, on a le droit de faire à 13 mètres, mais pour rappel quand même, les hauteurs dans le plus 1 étaient de 21 mètres. Elles ont été ramenées à 10 mètres au niveau du plus 2, et lorsqu'elles étaient à 21 mètres, personne, je dis bien personne, n'avait râlé, puisque ce plus avait été voté à l'unanimité. Donc là, aujourd'hui, effectivement, on passe à 13 mètres, justement, encore une fois, pour permettre cette densification et éviter d'aller rogner sur les terres agricoles. L'explication, en fait, est de bon sens, selon moi, et je pense qu'il faut soutenir, effectivement, ce passage de 3 mètres supplémentaires qui permettra d'avoir un attique. En général, c'est un attique par un étage, pour pouvoir construire peut-être un peu plus haut, mais encore 13 mètres, c'est pas très haut non plus par rapport aux 21 mètres qui étaient dans le plus 1. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Non. Je vais donc mettre au vote cette délibération et je vous remercie pour la qualité de... Ah, monsieur Deberg. Oui, je voudrais quand même réintervenir par rapport à ça. J'étais tout à fait d'accord avec ce qui déroulait à la réunion de commission. J'avoue que j'étais prêt à m'abstenir vu il y a quelques instants compte tenu des interrogations qu'il y avait. Donc je voterai pour, mais je vous invite quand même, d'abord parce que vous m'avez rassuré sur le terrain de football, et qu'en même temps je vous invite quand même à rencontrer Franck Dupourny en tête à tête, et puis lui dire tout ce que vous avez, tout ce que vous savez, et tout ce que vous, je dirais, déciderez au nom de la commune envers, je dirais, le site Fribourg. Très bien. Et je pense que ça va être important pour lui, et il y tient.
très très bien. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Je l'ai déjà rencontré deux ou trois fois, Monsieur Dufourny, bien évidemment. Ouais, mais Monsieur Dufourny, Franck, hein, je parle. Je parle pas du PDG, machin et tout. Je l'ai rencontré pour d'autres problématiques également. Oui, mais pas sur sportives. ce sujet-là en question. Si. Bah, alors, ça m'inquiète pour lui, hein, mais bon. Non, enfin, pas là où sur les derniers éléments, mais je l'avais déjà quand même rencontré par rapport à ça. Mais je lui avais bon, répondu. Je vous ai cité ce qu'il a dit, hein, donc oui, c'est de lui, mais, hein, mais je vous c'est de remercie. lui. Mais je le rencontrerai, il n'y a pas de problème. D'accord. Très Merci. bien, je vous en prie. Voilà, je vais donc mettre au vote cette délibération donc, qui concerne le plus 3, qui est contre, qui s'abstient, une abstention. Merci. On va donc passer, Louis. On va donc passer à la délibération suivante. C'était en accord entre Monsieur Lutin et moi-même. Ne soyez pas inquiets. Nous avons discuté avant. Donc je vais passer à la délibération suivante, la 2256, concernant le 27 rue du 8 mai 45 et notamment une déclaration d'abandon manifeste donc d'une maison donc sise au 27 rue du 8 mai 45. Donc je vais faire un petit rappel de ce qui s'était passé. Un incendie avait ravagé cette maison en 2018. Et puis, donc, nous avons recherché les propriétaires. Nous les avons retrouvés, mais ils n'ont pas répondu aux sollicitations de la commune. Et à ce jour, donc, nous décidons de poursuivre l'opération d'expropriation donc, de cet immeuble au profit de la MEL, de son concessionnaire ou de l'EPF, en vue de sa réhabilitation en logement locatif social. Donc je vous propose donc de charger la MEL ou son concessionnaire d'établir le dossier simplifié, donc prévu à l'article 2234-4 du Code général des collectivités territoriales, conformément à ce qui avait été voté à la MEL le 10 octobre 2014. Est-ce que vous avez des questions? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Alors... La délibération suivante concerne des parcelles qui se situent au niveau donc, du quartier Est, et qui étaient parcelles qui étaient occupées par un agriculteur, donc, et bien évidemment en négociation avec cet agriculteur. Nous avons convenu ensemble qu'il lui serait versé 36 000 et quelques euros, 36 029 euros et 12 centimes pour être très précis, qui correspond... je vais te dire, c'est un calcul qui est en fonction du nombre d'hectares, en fonction des cultures qui sont faites, donc donne ce montant de 36 029 euros 12. Nous avons également convenu qu'il serait réalisé une clôture en mitoyenneté. Monsieur Lecourt, vous avez votre pointeur ou pas? Oui. Ah. Sur le... Là, ici, là. Donc une clôture... Ah bah, merci, parce que je dois me retourner. Comment ça marche là? Voilà, ici. Hop. Donc, sera réalisée une clôture en mitoyenneté entre l'opération donc immobilière de Logis Métropole et l'exploitation donc de Monsieur Dupire, donc qui est l'exploitant agricole. Donc il y aura une mise en place d'une servitude de passage donc ici pour l'accès, enfin c'est le long de la barrière que je viens de montrer, donc qui équivaut à 6 600 euros et dont la prise en charge sera faite par Logis Métropole. Et ensuite nous avons décidé sur demande de Monsieur Dupire d'établir une convention d'occupation précaire à titre gracieux, donc qui sera renouvelable annuellement et sur demande de Monsieur Dupire à la commune. Donc au niveau de l'implantation du futur complexe sportif et sur la parcelle jouxtant le fond du cimetière. Donc je vous montre à l'écran ces deux parcelles. Donc, par ici, là, on ne la voit pas. Et puis, c'est là. Et au cimetière, je ne vois pas. Le cimetière. Ouais, c'est ça. Ici. Là. Ici et là. Voilà.
Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. J'en ai terminé, Monsieur Sass. La parole est maintenant à vous, donc pour parler un petit peu budget et notamment donc quelques décisions modificatives que vous allez nous présenter maintenant. Donc, voici la décision modificative donc, au niveau du fonctionnement. Les principales lignes touchées, c'est le chapitre 11 qui augmente de 585 000 euros. En commission, je vous ai donné un tableau détaillé de ces 500 000 euros. Et c'est essentiellement la consommation de gaz pour 300 000 euros et la consommation d'électricité pour 100 000 euros. Rien que dans ces deux lignes-là, nous avons 400 000 euros d'augmentation. Nous avons aussi une augmentation au niveau des articles 61 concernant donc les nouveaux logiciels, des logiciels que nous avions mis donc en investissement. Et pour finir, nous ne faisons pas l'acquisition des logiciels, mais nous faisons seulement donc un droit d'usage. Donc le droit d'usage, c'est en fonctionnement que ça passe. Et donc c'est pour ça que nous augmentons le chapitre donc de fonctionnement et que vous verrez donc une diminution donc au niveau de l'investissement de ce même montant. Au niveau du chapitre 65, une légère augmentation due essentiellement au nombre d'enfants qui est beaucoup plus important au niveau des écoles privées. Et donc les compensations que nous donnons sur contrat, la convention qui a été signée donc, il y a plus de 20 ans, et donc nous devons donc augmenter donc, de 72 000 euros nos subventions à ces écoles privées par l'intermédiaire de l'OGEC. Au niveau du chapitre 23, nous le diminuons de 844 000 euros, 844 000 euros qui étaient donc entrés dans les recettes d'investissement et vous allez donc trouver ce même montant en moins dans les recettes d'investissement puisque vous allez voir que nous avons diminué donc également les dépenses d'investissement donc pour équilibrer. Au niveau des recettes de fonctionnement, quelques modifications mineures au niveau des chapitres 13, 75, 78 qui n'appellent pas d'énormes remarques. La plus grosse remarque, c'est le chapitre 73 qui diminue de 256 000 euros, essentiellement donc au niveau des impôts directs. Ce qui s'est passé, c'est que nous avions mis sur cette ligne-là la compensation de TH due par l'État et qui n'a pas été versée en 73, mais qui a été versée donc en 74 au niveau de la DGF. DGF qui globalement continue à diminuer, bien entendu. Donc voici au niveau du fonctionnement. Si on peut passer à l'investissement. Pardon, monsieur. Voilà, donc le chapitre 20 diminue de 80 000 euros. Là, donc, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. C'est au niveau de l'acquisition donc des logiciels RH et logiciels financiers. Vous savez que le logiciel RH ne nous donnait pas une satisfaction terrible par les années passées. Donc, nous prenons un logiciel qui est reconnu et qui est utilisé dans beaucoup de communes voisines. Le logiciel finance, vous savez que la M11, la M14 se termine et on va passer en M55. Donc il faut bien sûr renouveler les logiciels. Le chapitre 21 diminue de 710 000 euros. Alors là, il y a différentes lignes qui sont touchées. Je vous citerai que les principales. Pourquoi on a modifié le chapitre 21 ? On a modifié uniquement pour retirer tous les projets qui avaient été émis en début d'année lors du budget et qu'après un travail avec les services et l'adjoint aux travaux, qu'on s'est rendu compte qu'ils n'allaient pas être réalisés cette année et qu'il n'était donc pas nécessaire du tout de conserver des crédits qui n'allaient pas être utilisés. Et surtout que pour laisser ces crédits, j'aurais dû augmenter une ligne de l'autre côté, c'est-à-dire la ligne emprunt, alors que je savais très bien qu'il n'y allait pas avoir d'emprunt réalisé donc cette année. Ces 710 000, c'est le système de fermeture du stade pour 100 000 euros. Les menuiseries de l'ancienne mairie qui ne seront pas faites cette année, mais en début 2023 pour 100 000 euros. Les travaux de la Fondation Ledoux qui sont
prévus, mais qui vont démarrer qu'en 2023 aussi, pour 250 000 euros. La salle des fêtes pour 70 000 euros. Tous les autres, c'est 10 000 euros pour l'école Pasteur, 70 000 euros pour la salle des fêtes, je l'ai dit. Le restaurant scolaire, 50 000 euros. L'enclos de la salle des fêtes, c'était un enclos que j'avais souhaité pour permettre davantage de stockage. Il ne sera pas fait cette année non plus. Donc tout ça, ça représente à peu près, enfin pas à peu près, ça représente 710 000 euros. Tout ça est donc compensé par le chapitre 10, c'est-à-dire une légère augmentation du FCTVA et donc des subventions pour 50 000 euros, essentiellement des subventions qui sont accordées pour le Colombier. Le Colombier qui donc subvention région et puis l'agence de l'eau et également une subvention pour la relance de l'informatique dans les écoles. Les 844 000 euros du chapitre 23 de dépenses de fonctionnement que l'on retrouve ici en diminution du chapitre 21, donc d'investissement. Donc la section d'investissement diminue de 790 000 euros en dépenses et en recettes, alors que celle de fonctionnement diminue de 187 000 euros en dépenses et en recettes. Vous avez eu donc avec votre convocation le budget donc rectifié ligne à ligne et donc avec le budget précédent les propositions donc les nouvelles propositions qui sont donc de la décision modificative. Merci Monsieur Sass. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Monsieur Deberg. Ouais, c'est plus l'adjoint aux travaux que je m'adresse là. Je ne sais pas si c'est une erreur ou c'est moi qui ne comprends pas bien. Je lis le compte-rendu de la commission. À noter les travaux effectués en régie pour la Fondation Ledoux et la salle Robert Well pour 70 000 euros. Robert Well, parce que ça n'a rien à voir avec Prévost, plutôt l'histoire de la toiture? Non, suite à la tempête qu'on a eue au mois de février, la tempête Eunice, il y a eu 2 morceaux de toiture. Donc il y a eu la première qui a été faite effectivement avec le Skydome qui fuyait, puisque effectivement on a eu écho que le terrain de basket devait annuler leur match de compétition parce qu'il y avait toujours un problème d'eau. Donc effectivement on a procédé à ces travaux cette année. C'est une fuite qui perdurait depuis X temps. Hein. Je pense que vous êtes bien... On connaît le problème. Voilà, vous connaissez le problème. Hein. Et alors, c'est quantifié où l'intervention Prévost? Attendez. Et suite à cette tempête, effectivement, sur la salle, vous avez la partie qu'on appelle, alors je ne sais plus du tout le terme technique, tout ce qui est toiture qui est non opaque, en fait, qui s'est envolé. D'accord. Okay. Avec cette structure. Donc effectivement, il y a eu cette partie aussi qui a été refaite, mais seulement sur 15-20 mètres. Non, mais je m'en souviens. Par contre, les assureurs sont intervenus là-dessus quand même. Bien sûr, oui, tout à fait. D'accord, ok. Ok, ouais. Et puis, une autre petite question. On parle d'installation de l'eau potable dans la salle Prévost dans le compte-rendu. Il n'y avait pas d'eau potable là? Dans la salle Prévost, non, il n'y avait que des fontaines à eau. Effectivement, on a mis un système pour qu'on n'utilise plus les fontaines à eau et effectivement que les personnes se servent en eau potable directement. D'accord. Et après, on parle du chauffage de la salle des sports, notamment pour la pétanque. C'est le compte-rendu, hein, je n'ai pas eu de connaissance tout à l'heure, je ne pouvais pas... Je comprends pas trop. De la salle des sports pour la pétanque. Je dis, hein, isolation du restaurant scolaire, création d'une zone de stockage à la salle des fêtes, chauffage de la salle des sports, notamment pour la pétanque. Ouais, c'est pas la salle des sports, c'est la salle de pétanque. Voilà. Ouais. Donc qui est reportée. Ok. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Six maintenant, qui va nous proposer une belle au moins subvention d'aide, en commençant par l'attribution de la prime habitat. Oui, merci Monsieur le maire. Donc la ville ayant décidé de s'engager dans la promotion des moyens de transport alternatifs, notamment par l'attribution d'une prime vélo, il convient de revoir les critères d'attribution de la prime à l'habitat, le contexte économique actuel ne permettant pas malheureusement à la ville de garder la prime à l'habitat dans sa totalité et d'attribuer la nouvelle prime vélo.
Pour rappel, cette prime à l'habitat est attribuée depuis 2013 et concerne les travaux d'isolation de toiture, rampants et planchers de comble de l'habitation hors garage et véranda avec un plafond de 1 200 € par foyer. Les travaux pour le changement de menuiserie concernant les portes et les fenêtres, hors volets battants, volets roulants, les portails et les vérandas et les extensions avec un plafond de 750 € par foyer. Les travaux d'assainissement pour raccordement au réseau avec un plafond de 1 000 € par foyer. Elle est versée aux propriétaires occupant leur résidence principale ainsi qu'aux propriétaires bailleurs privés pour une maison individuelle construite avant 1993. Il est proposé au conseil municipal les modifications suivantes. À compter du 1er janvier 2023, de ne subventionner que l'isolation des planchers de comble perdus. Ils sont non admissibles à la prime Rénov'. Attribuer donc une prime de 8 € par mètre carré pour l'utilisation d'écomatériaux et de 6 € pour mètre carré pour tout autre matériau avec un maximum de 150 mètres carrés. Concernant les travaux d'assainissement, ceux-ci restent inchangés. En ce qui concerne les conditions d'attribution, seuls 3 critères ont changé. Dorénavant, il faudra être une maison individuelle de plus de 20 ans au 1er janvier de l'année des travaux, avoir recours à des professionnels RGE et respecter le délai de 20 ans entre chaque demande par habitation. Pour les autres conditions, elles restent inchangées à celles de la délibération de 2014. Voilà. Merci Monsieur Six. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, Monsieur Muté? Je vous remercie, Monsieur le maire, Monsieur Six. Donc, on en a effectivement discuté en commission, mais je souhaite quand même pouvoir m'exprimer et informer aussi sur les objectifs de cette prime au départ, qui n'était pas une prime sociale, qui était vraiment une prime écologique. L'objectif était vraiment la transformation du bâti, puisque, et vous avez gardé d'ailleurs pour ce qui reste de cette prime, les mêmes conditions d'attribution, c'est-à-dire sans condition de ressources. L'objectif était véritablement la transformation de l'immobilier et du bâti sur la ville de Vambrochy. Ça fait encore plus écho quand on a travaillé, quand vous avez présenté le PLU, Monsieur le maire. Au moment où on doit justement favoriser la transition écologique, accompagner, c'est dans les objectifs qui ont été présentés tout à l'heure dans le PLH également, accompagner les propriétaires, en tout cas les usagers de ces immobiliers, à avoir un habitat digne. J'avoue que je trouve ça dommage aujourd'hui, effectivement, vu les montants également engagés, vu le nombre de dossiers qui s'est restreint, effectivement, par rapport au début de la mise en place de cette prime, de rogner sur cet argent qui était disponible pour les habitants et les propriétaires donc, sur Vambrochy. Voilà, donc c'était juste pour vous informer. Alors je connais aussi le sujet, vous dites que l'État a mis en place ses propres primes, je le concède. Celles-ci sont largement conditionnées aussi aux ressources des foyers. Et pour être honnête, ça ne va pas toucher beaucoup de monde vu le plafond. Voilà. Il n'y a rien d'autre à apporter. Enfin, voilà, c'est une décision. Aujourd'hui, comme on l'avait souligné lors de la commission, il n'y a plus que 20 demandes, en fait. Par rapport au début où vous avez installé, je sais que c'est vous qui avez installé cette délibération, et franchement, elle a bien fonctionné au départ, avec 13 au départ, et après 94 demandes, qui représentaient quand même 88 000 €. Mais aujourd'hui, on n'est plus qu'à 17 537 €. Je concède effectivement qu'il y a un essoufflement, et je dirais quelque part, tant mieux, se dire que cette prime a certainement porté ses fruits. Voilà, après, on n'est pas non plus sur l'assainissement sur énormément de demandes non plus. Après, cette partie de la prime est maintenue. La prime façade est maintenue aussi également. Donc voilà, c'est un arbitrage que vous avez choisi, donc acte. Je trouve ça dommage de ne pas la maintenir. Plus, je vous donner un argument, dire qu'aujourd'hui, la faiblesse de son importance est moindre qu'auparavant, et je pense qu'il aurait pu dégager quelques subsides pour continuer cette politique, effectivement, en faveur de la transition écologique sur la ville de Vambrochy. Je ne remets pas en question la délibération suivante non plus, ne vous inquiétez pas. Merci Monsieur Muté. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques particulières?
Qui est contre? Qui s'abstient? Madame de France, j'ai pas vu. Ok. Alors, la délibération suivante qui, elle, fera sans doute, et j'espère l'unanimité en tout cas, concerne, Monsieur Six, l'attribution d'une subvention d'aide à l'achat de vélos ou d'accessoires. Tout à fait. Donc, Vambrechy souhaite promouvoir l'utilisation du vélo sur son territoire et sur le territoire de la métropole européenne de Lille grâce à une aide à l'achat pour les vélos classiques et les vélos à assistance électrique. À ce titre, il est proposé au conseil municipal d'allouer, à compter du 1er janvier 2023, une prime à l'achat de vélos et accessoires définie comme ci-dessous. Donc, pour un vélo classique, 50% du coût d'achat avec un maximum de 150 €. Vélo à assistance électrique, donc 50% du coût d'achat avec un maximum de 200 €. Pour le bi- et triporteur électrique ou non, 50% du coût d'achat avec un maximum de 200 €. Pour le casque pour cyclistes conditionné à l'achat du vélo, 50% du coût d'achat avec un maximum de 25 €. Et pour l'antivol en U qui tenait à Monsieur Muté, à l'achat, ça sera aussi conditionné à l'achat au vélo, 50% du coût d'achat avec un maximum de 25 €. Donc les critères d'attribution: une demande par foyer tous les 3 ans révolus. Les roues devront avoir une taille minimum de 26 pouces. L'achat du vélo et ou accessoires neufs ou occasion chez un professionnel avec facture. Délai pour déposer les demandes de prime, 3 mois à compter de la date de la facture. Le dossier de demande de prime doit comporter la facture, un RIB, un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Le budget annuel attribué est de 35 000 €. Quand la limite du budget est atteinte, les demandes suivantes seront traitées en priorité sur le budget de l'année N+1. Les BMX, les vélos de course et les vélos de piste sont exclus de la prime vélo. Voilà. Monsieur Pureur. Alors, moi, j'ai juste une petite question par rapport à la taille des roues minimum de 26 pouces. Ça veut dire que ça exclut les vélos pliants. Et c'est vachement pratique dans le bus ou dans le futur tramway. C'est une excellente remarque. C'est pas faux, hein. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'était... Donc ça, effectivement, ça, je pense qu'on peut peut-être revoir ce point. Moi, j'avais la même question sur les vélos pliants, parce que pour faire du multimodal, le pliant est de plus en plus utilisé, plus que les vélos cargo. C'est une excellente remarque, Monsieur Pureur. Effectivement, je pense qu'on pourra... c'est vrai, éventuellement rajouter les vélos pliants, peut-être. Alors, Ouais. vous le mettez dans quelle catégorie de prime dans ce cas-là? Le vélo classique Bah, ou le vélo électrique? Ça dépend s'il est classique ou électrique, Monsieur Muté. C'est l'assistance qui fera... c'est l'assistance qui fera le tarif, en fait. Mais je pense que Madame Van Kortenbosch, il faudrait la rajouter si tout le monde n'y voit pas d'inconvénient, bien évidemment. Et nous rajouterons également un mot qui n'apparaît pas, c'est le mot vambrocitain. Donc bien évidemment, c'est 3 demandes par foyer vambrocitain. Hein, c'est pas... Une demande, pardon, par foyer vambrocitain tous les 3 ans. Alors justement, ma question, c'est une demande de quoi? Est-ce qu'un foyer peut faire un vélo classique, un assistant électrique, ou c'est une demande d'une pièce, c'est-à-dire un casque? C'est une demande, c'est quoi pour non, vous? pas un casque, il est bien marqué, le vélo. Le casque est conditionné au vélo, mais c'est un vélo par foyer, en fait, tous les 3 ans. C'est ça? C'est ce qu'on avait arrêté, oui. Ok. Qui a été arrêté par la commission. Oui, qui a d'ailleurs été très constructif parce qu'il n'y avait pas de somme, il n'y avait rien du tout. Et on a tout calculé tous ensemble. Et M. Mutez a même rajouté l'antivol U. Voilà. Donc il faudra modifier. Sur inspiration de nos villes voisines, vous avez fait un benchmark là-dessus, très intéressant. Alors pour information, je ne fais pas de pub, hein, mais j'ai vu des vélos dans une grande surface, vélo à assistance électrique, 499,90 €. Ouais, c'est de cette semaine. On parlait ça. des prix lors de la commission. Celui qui a la chance d'avoir la prime État plus la prime ville
il met 100 € pour avoir un vélo électrique, quoi. Ouais. C'est vrai, j'ai vu la même pub cette semaine, mais il ne faut pas perdre de vue. C'est comme je disais en commission, il y a vélo et vélo au niveau de... Je dirais de... Mais c'est vrai, je l'ai vu aussi cette semaine après la commission. Dans la Voix du Nord, vous l'avez vu, la pub? Private joke. Oui. Ah bah, c'est un bon journal. Tout. Non, mais quand vous dites vélo et vélo, c'est surtout la batterie. Il y a batterie et batterie. Je dirais pas vélo et vélo, mais il y a surtout batterie et batterie. Pour les raisons d'autonomie. Et le coût de la batterie après. Et le SAV, l'après-vente. Non, mais clairement. Et ça, c'est le gros piège, il est là. C'est comme pour les bagnoles, d'ailleurs. Clairement. Très bien. Je peux mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Avec les vélos pliants, bien naturellement. Alors, je vais laisser maintenant la parole à mon adjoint aux travaux, Monsieur Lecourt, donc, qui va aborder deux demandes de subvention concernant l'école Jules Ferry dans un premier temps, puis la Fondation Ledoux dans un second. La parole est à vous, Monsieur Lecourt. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, effectivement, nous sommes toujours en train de travailler sur la rénovation énergétique de l'école Jules Ferry, bâtiments 1 et 2. Lors du précédent conseil municipal, nous avons effectivement acté les audits énergétiques. Et cette délibération, effectivement, demande et autorise Monsieur le maire s'il peut effectivement engager le projet de rénovation énergétique des deux bâtiments, donc Ferry 1 et Ferry 2, à solliciter la MEL à titre des fonds concours dédiés à la transition énergétique et de bas carbone du patrimoine communal et à solliciter toute autre subvention pouvant être allouée dans le cadre d'un projet de département ou autre. Donc le précédent conseil municipal a acté effectivement les demandes de subvention pour les audits énergétiques que nous avons reçus. Là, effectivement, c'est pour entamer le process de travaux qui sera normalement prévu pour 2023. Avez-vous des questions? Monsieur Muté. Je vous remercie, Monsieur Lecourt. Je vous en prie. Oui, on avait effectivement, enfin j'étais absent malheureusement, mais effectivement les délibérations sur les subventions donc pour les audits qui ont été marquées. Je m'interroge en fait à la lecture aussi de la délibération modificative que nous a explicité M. Sass tout à l'heure. Dans les moins, il y a 36 000 € d'audit énergétique qui est retiré effectivement pour en financer une autre étude sur le géoréférencement. Bon, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. De quelle manière a été réalisé l'audit énergétique si on retire la subvention, enfin pas la subvention, mais le crédit qui était porté pour le réaliser? Là, j'ai du mal à comprendre. Alors, je pense que ça a été expliqué au conseil municipal de juin dont vous étiez absent. Mais je peux vous retransmettre tous les éléments sur les crédits effectivement qu'on a pu avoir sur les subventions des bâtiments 1 et 2. Alors, ça, c'est des subventions sur l'audit. Maintenant, alors, malheureusement, pour les travaux. Voilà, malheureusement, je n'ai pas les documents sur moi, donc effectivement, je vous les transmettrai assez rapidement. L'audit a défini donc une sorte de diagnostic de performance énergétique tout à fait poussé, un peu plus poussé, tout à fait, potentiellement avec des préconisations préopérationnelles, des utilisations de matériaux ou des ciblages préférentiels sur les actions. C'est ça, le mode de chauffage. Voilà. Bon, de toute façon, il n'y a qu'un bâtiment pour les deux, sur les deux qui nécessite véritablement une intervention. Et je rappelle que la dernière grosse intervention sur l'école Ferry et sur les deux bâtiments date de 2012-2013. Lequel bâtiment pour vous qui n'a pas lieu d'être? Alors, ce Ferry 1, c'est là où il y a la directrice, tout ça, l'espace central où on vote. Donc là, sur Ferry 1, vous avez une toiture où il n'est pas isolé du tout. Oui. Donc là, il y a effectivement à faire. Voilà, donc ça, c'est les travaux que vous envisagez l'année prochaine, donc. Tout à fait. D'accord. Et Ferry 2 non, c'était sur Ferry 1. Ah, c'est Ferry 1. Je demandais particulièrement. Non, parce que un des sujets, je veux dire que autant Ferry 2 donc bénéficie d'un certain nombre, un certain confort, je vais être relatif quand même. Ah non, il n'y a pas du tout de confort. Monsieur Deberg pourra vous dire aussi. Sur Ferry 2, vous avez la façade sud qui est en double vitrage et la façade avant qui est en simple vitrage. Donc il n'y a pas du tout de confort. Oui, il est quand même plus intéressant quand même que dans Ferry 1 où il n'y a pas, où vous avez du double vitrage côté jardin, on va dire arrière, mais vous n'avez pas de double vitrage côté cour. Voilà, ça c'est Ferry 2. Peut-être aussi une priorité. Ça c'est Ferry 2.
Ah, c'est Ferry 2, excusez-moi. Donc C'est pas grave. Voilà, Ferry 2, c'est là où il n'y a pas le restaurant scolaire, on est d'accord. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord, donc je parlais de Ferry 2, veuillez m'excuser. C'est pas grave. J'ai interverti. Non, parce qu'effectivement, il y a un vrai souci sur ce bâtiment, à la fois sur l'isolation, je ne vous apprends rien, les menuiseries, et également, j'insiste aussi, sur la partie sonore. Je veux dire que là, on est plus sur la partie aussi intérieure de ce bâtiment. Un certain nombre de travaux avaient quand même été réalisés sur Ferry 1. Au niveau des classes, certes, au niveau du couloir, on donne toujours sur du simple vitrage sur la lumière jour. Donc, voilà, donc moi je voulais savoir effectivement, donc là aujourd'hui, les travaux qui sont prévus, c'est la toiture. C'est la toiture et tous les systèmes d'isolation et de rénovation sur le double vitrage. Et sur le nouveau système de chauffage, puisqu'actuellement ces bâtiments sont chauffés gaz, et comme vous pouvez le voir que cette année, en début d'année, on n'était pas parti pour effectivement penser à changer le système de chauffage, mais vu les coûts que M. Sass vous a parlé en début du conseil municipal, on est en train d'effectivement de aussi creuser pour savoir s'il n'est pas lieu de changer au plus vite le système de chauffage. D'accord. Et donc, en 2023, vous indiquiez que vous comptez débuter les travaux suite à l'audit qui a été réalisé. Oui. Donc, première tranche sur les toitures, si je comprends bien. J'ai pas encore acté sur ça. Non, non, j'ai pas encore acté. Et donc, en tout cas, un phasage pluriannuel, si je ne m'abuse. Alors, je pense qu'effectivement, les travaux ne seront pas finis en 2023. Et je pense que Michel en avait discuté lors de l'élaboration du budget. Oui, d'ailleurs, ça a fait l'objet du vote des APCP. Donc au budget, Ferry était déjà prévu sur plusieurs années. Donc là, il y aura un glissement, bien entendu, puisque ça n'a pas démarré en 2022 comme nous le souhaitions. Donc il y aura un glissement des crédits sur 2023-2024. Et pour revenir sur les 36 000 euros, on a retiré 36 000 euros sur l'audit énergétique, mais ce n'était pas la totalité de la somme. On n'a retiré que 36 000 euros du budget global, et les 36 000 euros ont servi pour le géoréférencement. Nous en avions parlé, c'est quelque chose qui était mis au budget depuis au moins 6 ans et qui n'était jamais réalisé. René peut en témoigner. Et cette année, ça n'avait pas été mis au budget et miracle, ça a été réalisé. Donc, c'est bien. D'accord, donc on peut envisager un début d'intervention sur Ferry dans le courant de l'année 2023. Je vous remercie. Je vous en prie. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Donc vote à l'unanimité. Donc la demande de subvention suivante concerne la Fondation Ledoux. Monsieur Lecourt, qui est porteur de mérules dans sa charpente. Merci monsieur. Merci monsieur le maire. Effectivement, comme vous le savez, la Fondation Ledoux est pourvue de la mérule. Donc effectivement, nous allons mettre le bâtiment en sécurité incessamment sous peu. Les travaux commencent normalement demain. Un échafaudage sera mis effectivement sur le côté de la façade et sur la façade avant pour sécuriser la toiture et les cheminées de la Fondation Ledoux. Après coup, nous allons effectivement commencer à travailler sur le traitement de la mérule, puisque les charpentes sont atteintes. C'est exactement pareil que l'église, ce qu'on a pu avoir auprès de l'église. Donc il est demandé effectivement au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire et son représentant à engager les projets de restauration et le traitement de la mérule de la Fondation Ledoux, à solliciter la MEL au titre des fonds concours et à solliciter toute autre subvention pouvant être allouée dans le cadre de ce projet. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Okay. Alors, je vais rendre la parole à Monsieur Sass qui va changer de casquette et qui va se positionner en tant que vice-président du CIVOM et lui laisser la parole pour les délibérations 22, 63 et 64. Donc, la première délibération que je vais vous proposer, c'est une modification donc, des statuts du CIVOM, modification mineure, si j'ose dire, puisqu'il s'agit d'acter la sortie des communes de la Madeleine, qui est sortie déjà il y a un an passé, et celle de Bordu, qui a été actée donc cette année.
et également donc une modification donc de deux compétences, notamment surtout la compétence archive, qui n'est pas réellement une compétence, c'est plutôt un service, mais c'était un service qui était donc réservé aux communes du CIVOM, et bizarrement, les communes qui sortent du CIVOM souhaitent continuer à bénéficier des services du CIVOM. Donc, c'est-à-dire qu'on veut le beurre et l'argent du beurre, mais c'est une chose qui est compréhensible. Hein. Ils veulent moins payer, mais continuer à avoir les services. Donc, je vous propose donc de voter donc ces nouveaux statuts qui actent la sortie des deux communes. La Madeleine ne demande rien, tandis que Bondu continue à vouloir donc bénéficier des services donc archives qui lui seront facturés bien entendu non plus au tarif des communes CIVOM, mais des communes extérieures. Donc ce tarif sera donc révisé. Il en sera sans doute de même pour des autres communes, pas communes, hein, pas communes qui fait partie donc de la délibération suivante. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques particulières sur cette délibération? Une remarque, monsieur le maire. Pour notre part, nous nous abstiendrons sur cette délibération puisque nous continuons à considérer que le CIVOM est un doublon de la MEL qui doit être supprimé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? Je vais mettre cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, Monsieur Sass, la parole est à nouveau à vous concernant le retrait de la commune de Comines. Vous venez d'en parler. Alors, la commune de Comines, qui était quand même relativement éloignée donc des autres communes qui constituent le CIVOM, mais qui était entrée pour des raisons historiques dans le CIVOM bien après sa constitution, hein, et qui ne bénéficiait que de la compétence animation, et notamment donc de leur fait. Souhaite donc ne pas continuer la route avec nous et puis donc se retirer du CIVOM Alliance Nord-Ouest. Sur la délibération, et ça j'en suis tout à fait conscient qu'il est difficile de voter un oui ou un non sans savoir les conditions financières de cette sortie. Donc la commune de Comines versera donc une somme de 23 336 € et 79 centimes pour solde de tout compte. Y a-t-il des questions ou des interrogations, des remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Merci. Et je devais prendre la parole sur cette dernière délibération, mais la petite Spotbean n'étant pas encore arrivée au monde, donc je vais laisser le soin à Madame Spotbean, conseillère déléguée au développement économique, de présenter cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme tous les ans, un calendrier coordonné sur la métropole pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m² est établi, afin de garantir l'équité des conditions d'ouverture sur l'ensemble du territoire et de donner une visibilité tant aux professionnels qu'à la clientèle. La métropole européenne de Lille a proposé une harmonisation du dispositif sur son territoire. Cette harmonisation, actée par délibération du Conseil métropolitain en date du 24 juin 2022, doit permettre une meilleure lisibilité du dispositif sur l'ensemble de la métropole et contribuer à notre activité commerciale métropolitaine renforcée. En conséquence, pour 2023, la MEL a décidé de fixer à 8 le nombre maximal d'ouvertures dominicales des commerces de détail autorisés par le maire dans le respect d'un calendrier commun de cette date. Les 2 premiers dimanches des soldes, le dimanche précédant la rentrée des classes, les 4 dimanches précédant les fêtes de Noël. Donc il est proposé au conseil municipal ce soir de décider l'ouverture dominicale des commerces de détail le dimanche 31 décembre. Est-ce qu'il y a des questions, remarques particulières sur cette délibération qui est votée chaque année? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Nous avons purgé notre ordre du jour et il me reste maintenant à répondre à la question, puisqu'il n'y a eu qu'une seule question qui a été posée. Monsieur Muté, la parole est à vous. Je vous remercie, monsieur le maire. Donc, le 27 juin dernier, une offre pour un poste de responsable de l'école de musique de Vambrechy était publiée sur la plateforme Emploi territorial par la ville. La date limite de candidature était fixée au 27 juillet pour un démarrage d'émission au 1er septembre 2022. Monsieur Deouez, alors directeur de l'école de musique, faisait l'unanimité auprès des familles et des musiciens pour la qualité de son travail. En 4 ans de direction, il a dynamisé l'école, fédéré les professeurs autour de grands projets et réorganisé l'harmonie municipale. Pourtant, depuis l'arrivée de la nouvelle municipalité, et malgré son enthousiasme, il était en souffrance, obligé, selon ses propres mots, et je cite, de supporter et accepter l'inacceptable. Une accumulation de faits, depuis 2 ans, l'a poussé vers la sortie, lui faisant prendre la décision de ne pas renouveler son contrat de travail en CDD. Un choix risqué, alors qu'il n'a aucune piste pour un autre contrat de travail ailleurs, mais par besoin, je cite encore, de se préserver. Vous avez nommé un nouvel agent pour lui succéder. Il se trouve que ce dernier a un lien privilégié avec une personne de votre majorité. Cet agent manque d'expérience pour piloter l'ensemble des missions de ce poste. Pouvez-vous nous dire sur quelle base vous avez fléché ce choix parmi l'ensemble des candidatures ? Il nous semble que ce ne sont pas ses compétences qui ont fait la différence, mais une volonté de favoriser un proche. Le népotisme remplace-t-il les compétences dans les recrutements à Vambrechy ? Nous sommes en droit de vous poser la question. Je vous remercie, monsieur le maire. Je vous remercierai pas pour cette question qui est vraiment, excusez-moi l'expression, mais polémique et pathétique. Mais je vais vous répondre quand même. L'ouverture du poste répondait à une obligation légale. Il y a des fonctionnaires parmi vous et je pense qu'ils savent comment fonctionne la fonction publique. Je vous invite d'ailleurs à consulter le site emploi territorial à chaque période estivale où toutes les communes ouvrent leurs postes dans les écoles de musique. Nous avons une offre sur laquelle l'ancien directeur n'a pas souhaité repostuler, vous l'avez dit. Et d'ailleurs, tous les postes de professeurs de musique contractuels ont été eux aussi rouverts. L'ancien directeur ne s'est rapproché ni de moi, ni de mes services pour se plaindre d'un quelconque mal-être avant la procédure de lancement des postes. Au terme d'une procédure de recrutement avec 4 candidats reçus en entretien, une personne s'est montrée la plus qualifiée par sa compétence. Il a un concours administratif que son prédécesseur n'avait pas. Il a une bonne connaissance de la ville et du fonctionnement de l'école de musique, ce qui a permis de limiter les retards inhérents au départ de l'ancien directeur. Les entretiens ont été assurés par M. Van Outruive, DRH, et M. Richard, directeur du pôle animation, vie culturelle et sportive. Pour rappel, au moment de son recrutement, l'ancien directeur n'avait pas plus d'expérience que peut en avoir notre nouveau directeur. Vous jugez de ses compétences, mais notre directeur a quand même réussi en peu de temps à réunir toutes les conditions pour que la rentrée musicale se fasse dans les meilleures dispositions. Il a été efficace et il a toute la confiance de ses responsables hiérarchiques. En remettant en cause la légitimité du choix fait, vous remettez également en cause la compétence et l'intégrité de mes équipes qui ont effectué le recrutement. Je m'en excuse pour vous. Auprès d'eux, ils sont derrière vous. Concernant la dernière partie de votre questionnement, vous êtes effectivement en droit de me poser des questions. Mais je vais prendre le droit, moi, de vous répondre que l'allégation et l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne est une diffamation. La diffamation exige la réunion de 4 éléments. Une allégation, vous l'avez faite, me concernant, une atteinte à mon honneur, en sous-entendant que je suis un népotiste, une personne identifiée, vous m'aviez clairement identifié, et la publicité, vous l'avez faite, alors que je vous avais donné la possibilité de changer la forme de votre question. Je vous rappelle que la loi pour la diffamation est punie par la loi, surtout celle contre un élu, et elle est passible d'une amende de 45 000 €. Voilà, je vous laisse en tirer les conséquences. Monsieur Muté, voilà, j'ai répondu à votre question. Et ça n'appellera aucune autre remarque. Je vous remercie, nous avons purgé ce conseil municipal. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui nous ont suivis, les personnes du public, mesdames Lemire et Broda, fidèles à la traduction. Bien évidemment toutes les personnes qui nous ont suivis sur Ville de Vambrechy, je l'ai déjà dit. Monsieur Virel de la Voix du Nord, Monsieur Razemont qui s'est occupé de la vidéo, et bien évidemment mes équipes de directeurs qui sont à la fois toujours plus nombreux
Et pour terminer, je n'oublierai pas celui qui va se coucher le plus tard ce soir, M. Villerbal, qui, à chaque fois, prend soin de nous en installant tout notre matériel. Je vous souhaite une belle soirée à tous et je vous dis à bientôt.